Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Ciné des Confinés. Une émission fait par et pour des cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Ciné Déconfiné. Je suis Alexandre, je serai votre hôte comme d'habitude avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Alex. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film. Alors, ce ne sera pas Dans la brume comme on avait annoncé la dernière fois, puisque ma commande de Blu-ray n'est pas arrivée à temps, n'est-ce pas ? Donc, et comme j'ai envie de le voir dans de bonnes conditions, eh bien, on va partir sur un autre film. Et le film dont on a choisi de parler aujourd'hui, eh bien, ce sera It, film réalisé en 1995 par Michael Mann, avec Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer, Tom Sizemore. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a une bonne palanquée dans le casting, on y reviendra très probablement. C'est donc du coup Arnaud finalement qui a choisi ce film. Du coup, commençons par pourquoi tu as voulu parler de ce film. Déjà, c'était on va dire un de mes films de chevet. En tout cas, moi j'adore le réalisateur Michael Mann, là. Et c'était l'occasion d'en parler parce que c'est un mec qui a une carrière vraiment exceptionnelle derrière lui. Maintenant, il tourne plus beaucoup. Je crois qu'il est sur un projet de série, mais alors, je saurais pas t'en dire plus. Pour une plateforme, je crois qu'il est showrunner dessus. Enfin, en tout cas, voilà, il a une carrière derrière lui qui est assez exceptionnelle. Il a travaillé sur beaucoup de films dans les années 70. Alors, ça a commencé 70 vraiment jusqu'à 2010. Le dernier film, c'était Hacker. Alors, je crois que c'était 2009 avec Chris Hemsworth, qui était pas mal. Alors, le mec, Hit, c'est vraiment son film de référence, quoi. C'est-à-dire, c'est le polar ultime, quoi. Surtout des années 90, où t'avais beaucoup de films à ces époques-là. Là, c'est une espèce de film choral, un peu, où t'as... Alors, tu l'as dit en début de podcast, t'as beaucoup d'acteurs. T'as vraiment énormément d'acteurs, énormément de personnages dans le film. Ça se passe, alors, c'est à Los Angeles. Tu vas suivre le personnage de Vincent Hanna, donc qui est joué par Al Pacino, qui est un inspecteur de police, en fait, qui enquête sur toute une série de bracos qui se déroulent dans la ville. Donc ils sont à la recherche du gang, en fait, qui pilote tout ça. Évidemment, le chef du gang, c'était Robert De Niro, parce que c'était la confrontation. Hein, le film était vendu sur la confrontation d'acteurs de légende. En fait, c'était les deux meilleurs acteurs se rencontrent dans un film, quoi. C'était Pacino et De Niro. Alors qui avaient été, qui a eu des projets de films ensemble. Alors on peut parler du Parrain 2, mais le Parrain 2 c'était encore différent, dans le sens où De Niro jouait le Corleone plus jeune. Enfin, c'était, ils avaient pas des scènes vraiment côte à côte, quoi. Et donc là, c'était vraiment la promesse de ça. Et là où c'est malin, c'est que le film, en fait, prend un revers tout ça, en fait. C'est que c'est un espèce de jeu de chat et la souris entre Pacino et De Niro, mais en fait, ils vont jamais vraiment se croiser, ou quand ils vont se croiser, alors on va en parler plus tard dans une scène un peu onirique du film, vraiment la scène pivot du film, c'est une scène de dialogue, mais en fait, Mann va avoir l'intelligence de jamais les filmer vraiment sur un même plan, en fait. C'est du champ contre champ, il va jouer de la mise en scène pour pas avoir avoir fait, enfin, lui, son projet était de pas faire un plan, ne serait-ce qu'un plan, encore moins une scène, du coup, où ils soient tous les deux ensemble, parce que c'était, c'était répondre quelque part à la hype des spectateurs, alors que lui, il voulait les prendre à verre. En fait, c'était donner une espèce d'image un peu plus publicitaire pour vendre le film derrière, où en fait toute la promotion du film aurait été basée dessus, et c'était pas ce qu'il voulait. Et en fait, dans le scénario, c'est malin, c'est qu'ils ne se croisent, on va dire, jamais direct. Enfin, du coup, à part cette scène-là, ils se croisent jamais directement. Ils ne font que se poursuivre tout du long. Et ce que j'aime bien dans l'idée, c'est aussi bien Pacino, donc en tant que flic, qui s'intéresse à ce personnage, parce que dans leur enquête, ils vont découvrir rapidement qui sont les intervenants dans le gang des bracos. Donc ils vont comprendre que De Niro, alors qui joue Nate McCauley, est en fait plus ou moins le chef, celui qui dirige tout ça. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que l'enquête va perdurer, parce qu'ils savent qui c'est, mais en fait, ils doivent les choper tous ensemble. Et du coup, ils vont les suivre dans leur comment ils s'organisent. Alors ils vont les tracer, alors ils vont les filmer, ils vont les observer de nuit, voir leurs agissements. Puis en fait, il y a une espèce de jeu où De Niro va se douter qu'ils sont là au bout d'un moment. Et en fait, tu vois, une espèce de jeu de cache-cache comme ça. Et j'aime bien cette ambiance-là. Puis comme ça fourmille autour de beaucoup de personnages autour, parce que il y a énormément de second rôles. Alors on peut citer, dans le casting, t'as quand même Val Kilmer, quoi. Alors lui qui joue le personnage de Chris je crois que j'écorche son prénom, je crois que c'est Chris Hurlis. Enfin, peu importe, en tout cas, ce personnage-là est on comprend assez rapidement, un des meilleurs amis de De Niro, mais qui participe aussi à son gang de bracos. Donc c'est avec lui qui monte les coups. T'as le personnage alors moi que j'adore aussi, l'acteur, c'est Tom Sizemore, qui joue Michael Cherito, pareil, un de sa bande de potes avec qui il fait des braquages. Et ce mec-là, c'est un mec qu'on a pu voir, mais c'est que des second rôles, c'est des 80-90. Tom Sizemore jouait par exemple, il faut sauver les Darian de Spielberg.
où il faisait un des bandes de soldats de Tom Hanks. Enfin, et c'est que des acteurs, des tronches quoi. Ils sont tous là-dedans. T'as Amy Brenneman qui joue la copine, alors qui n'a rien à voir avec les braquages pour le coup. C'est une copine que De Niro va se faire en dehors de tout ce qu'il fait professionnellement parlant, on va dire, et qui va jouer la copine avec qui il va pouvoir prendre la fuite à la fin du film. Et Eddie, donc c'est la meuf qui jouait. Alors nous on a une référence. Elle jouait dans Daylight, c'est pas la meilleure référence du monde. Mais, enfin, tu vois, c'est une espèce de saveur années 90 que ça que j'aime beaucoup, quoi. Ashley Judd, la sosie de. Pas Charlize Theron. Ouais, bah alors nous on l'appelle pas Charlize Theron parce que c'est son sosie, en tout cas dans le film. Hein. Dans le film, ouais, complètement. Elle est, c'est impressionnant, quoi. Moi, je l'ai vu petit ce film énormément de fois. Tout le temps, j'ai cru que c'était Charlize Theron jusqu'à ce que je découvre. Surtout que un associé du diable, l'associé du diable, c'est un an avant ou après ou. C'est après, ouais, c'est 97. Et du coup, enfin, genre, mais elles ont la même tête, quoi. Enfin, vraiment. Ah non, mais c'est impressionnant, ouais. Enfin voilà, là on peut parler des acteurs. T'as Jon Voight aussi qui joue. Alors, ouais, alors Jon Voight, qui était en plus c'était un an avant Anaconda. Quand même, autant le rappeler. Alors c'était un an entre. Faut savoir un truc, c'est là il est 95 donc Hit. Anaconda donc est sorti en 97, a été tourné en 96 et en fait entre 95 et 96 il a été opéré des dents. Ce qui fait que son jeu a changé après Hit. Il est vrai que. Après, il nous en fait surtout profiter dans Anaconda. Ouais, ça, dans Anaconda, il est très grimaçant, donc c'est-à-dire que, comme il vient d'avoir des nouvelles dents, il sourit beaucoup avec une espèce de grimace comme ça, où il met ses dents en avant, puis ça donne un visage plus qu'inquiétant, ça fait juste gros pervers, quoi. Enfin, c'est, pour notre plus grand plaisir. Nous, on adore ça, les prestations un peu sous cocaïne. Enfin, c'est pour dire, t'as plein d'acteurs comme ça. Et voilà, en fait, pourquoi j'aime ce film aussi, c'est parce que, déjà, la mise en scène. Moi, j'adore. Puis là, c'est on va dire, c'est un peu les prémices du. Enfin, jusqu'à ce film-là, on va dire, Mann était il a toujours été, mais il stylisait ses films de façon. Il y avait un jeu sur la couleur. Je pense à Mindhunter. Il y avait un truc. C'était pas la même technique vraiment qu'aujourd'hui. Où là, à ce moment-là, dans Hit, c'est vraiment des caméras très à l'épaule, très proches des personnages. Il va faire des expérimentations dans les scènes d'action. Enfin, la scène. Je disais la scène pivot du dialogue entre Pacino et De Niro, mais t'as aussi le climax du film et qui se trouve en plein milieu. Alors, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'en plein milieu du film t'as le climax. En fait, c'est une grosse scène de fusillade après un braquage qui se déroule mal. Où en fait là, en termes de mise en scène, c'est hallucinant. C'est que t'as même pas le mixage sonore. Enfin, c'est vraiment des coups de feu comme t'en entendrais en vrai. Donc déjà au son, c'est impressionnant. Elle dure, elle s'éternise. Il y a une espèce de jeu dans toute la ville où tous les personnages se dispatchent un peu, se tirent de partout. Et là, à ce moment-là, il te filme. Genre, j'ai des plans en tête de Val Kilmer. Qui va se cacher derrière une bagnole où t'as un mur de flics, je sais pas, à 100 mètres devant lui, et en fait, la caméra est braquée sur son épaule, en fait, donc tu suis lui dans ses agissements, il tire, bim, ça mitraille, même plan, espèce de plan séquence comme ça, bim, il a plus de cartouches, de munitions, il se recache en dessous de la bagnole, donc la caméra le suit, il recharge, et en fait, c'est des gestes militaires, parce qu'en plus, connaissant Mann, on va en parler après, c'est un mec qui forme ses acteurs à des trucs, on parlait de Tom Cruise en collatéral, mais les mecs, ils passent 2 semaines avant à faire des espèces d'entraînement de tir, voire des mois et tout. Enfin, et ça donne un truc hyper réaliste. Et en fait, tu vois qu'il n'y a pas de coupe. Comme il n'y a pas de coupe, tu vois que c'est Val Kilmer qui fait ça, quoi. Et t'as plein de trucs comme ça. Et donc ça, en termes d'action pure et dure. Mais même, je trouve qu'il y a des moments très oniriques aussi. Et on va parler alors, du directeur de la photo aussi. Que je trouve, pour le coup, comment dire, il y a un truc un peu, ouais, quand je dis onirique, c'est au sens où t'as des moments de pause en fait dans le film. Je pense à une scène toute conne, tu vois. Je pense à par exemple De Niro. Ça se passe au début du film, à un moment, donc il vient de faire son premier braquage, donc il braque un fourgon blindé avec son gang, et ça se passe mal parce que l'un des personnages de leur gang qui viennent d'embaucher le jour même, en fait, ils le connaissent pas vraiment, c'est pas un pote à eux, en fait, tire sur un des otages, et en fait, ça finit qu'ils sont obligés de tuer les autres, quoi. Et donc, il le bastonne, il lui en veut parce que ça ne devait pas se passer comme ça. Et du coup, t'as une grosse scène vraiment de tension entre les deux hommes, quoi. Puis bref, l'autre a réussi à fuir. Donc du coup, De Niro rentre chez lui. Tu vois, juste une scène qui est anecdotique en fait. Le mec rentre chez lui après tout ce qui vient de se passer, donc le braquage, l'altercation, et bim, il pose son flingue, et là t'as une espèce de lumière un peu ténue américaine, très bleutée, presque expressionniste en fait. Tu vois, c'est presque trop, mais ça donne un espèce de moment après poétique quoi. Et puis tu vois, il pose ses clés sur le truc, son flingue sur la console de l'entrée, et puis il habite en face de la mer. Et en fait, donc tu vois, vraiment la lumière bleue noire, tu vois juste sa silhouette noire dans l'ombre. Il se met il s'appuie contre la baie vitrée, puis il regarde juste la mer comme ça. Puis t'as plus de musique, ou alors un truc très poétique, tu sais, puis t'as juste le bruit des vagues, et ils te font une espèce de. Enfin, c'est des petits moments comme ça qui sont déjà super beaux, et en plus, où t'es dans la tête du perso, quoi. Et parce que ce plan veut dire quelque chose, parce qu'on parle de Niro. De Niro, son but, c'est quoi dans le film? Lui, il fait des bracos pour avoir un espèce de rêve secret, c'est-à-dire de partir, alors je sais plus si c'est aux Bahamas, mais en tout cas sur
espèce de voilà, avoir une vie à la mer où il serait pas recherché par les flics, où il a les moyens de s'offrir sa liberté en fait. Et en fait, quand tu le vois chez lui, il habite dans une maison où il n'y a pas de meubles, il n'y a rien parce qu'il ne vit pas. En fait, c'est un mec qui ne vit pas encore. Ou alors quand il fait ses bracos, mais il n'est pas dans son projet de vie, donc qu'il a décidé. Donc en fait, pour l'instant, il vit pas, il a pas de meubles, il a rien. Puis quand il regarde la mer, tu sens qu'il a un désir de lointain. Et ça te, comment dire, c'est des scènes comme ça qui te parlent un peu de la psyché des personnages sans te l'expliciter. C'est juste, et moi j'aime bien, et t'as plein de trucs comme ça. Je te laissais parler, excuse-moi, mais tu vois, ouais, il y a tellement de trucs dans Hit, c'est un film qui est très dense, et ah ouais, moi je suis fan absolu, mais de toute façon c'est peut-être le meilleur film de Mann, et surtout qui a fait référence, quoi. Depuis t'as un nombre incalculable de trucs qui a été, alors soit pompé, soit en tout cas qu'il citait carrément en référence tout de suite direct. Je pense à Dark Knight, t'as eu plein de trucs, quoi. De Mann, je n'avais vu que Collateral. En fait, c'est les films les plus récents, hormis Hacker, quoi. Collateral, Public Enemy Ouais. et Miami Vice, pardon. Mais effectivement, le premier truc qui frappe, c'est clairement la référence dans The Dark Knight. Enfin, même pas que The Dark Knight, en fait. Toutes les... En fait, la plupart des séquences d'action des films de Nolan. Parce que même, il y a des plans... sur le camion, au tout début, le premier braquage, t'as des plans un peu espèce de contre-plongée sur le camion, et je suis quasi sûr que dans The Dark Knight ou dans Dark Knight Rises, t'as à peu près le même plan, mais vraiment, il y a vraiment plein de au niveau de la dynamique, et puis bah du coup forcément il y a aussi l'intro de Tenet. Pareil, où tu as un peu exactement la même gestion de l'attention, la même gestion de la musique. Je pense il a demandé un peu à faire la même chose. Bon, après, c'est peut-être pas, il a pas directement dit, fais comme dans, fais-moi comme dans Hit, mais en tout cas, il y a vraiment la Ouais. même idée. À ceci près que je trouve que ça a beaucoup plus d'impact dans Hit, parce qu'il y a justement une gestion de cette tension, et il joue avec le son et la musique pour vraiment comment dire, rendre vraiment de l'impact à toutes les, je sais pas comment dire, toutes les ponctuations en fait. C'est-à-dire que en gros tu vas avoir une tension. Par exemple la première scène, les mecs arrivent, donc tu as une espèce de petite musique à base de petites percus, mais des fois qui battent le tempo, puis des fois sont à contre-temps, donc tu as un truc un peu dissonant. Et dès qu'il y a une rupture, donc par exemple, tu as une explosion où ils font péter la porte du fourgon. Et c'est assez particulier parce que ça se fait en décalage. C'est-à-dire qu'en fait, limite, t'entends le son, tu vois l'explosion avant d'entendre le son. C'est-à-dire que tu as un espèce de sourd Ouais. de truc qui happe, ça fait puis, et ça pète, même le son de l'explosion est presque comme coupé, et tu vois juste les vides péter avec enfin, il y a une gestion sonore qui est hyper intéressante. Et ça fabrique en plus, ouais, et puis ça fabrique une sorte de musique à la scène en plus directement, même des sons en plus. Et je trouve que, et en plus, là où c'est malin, c'est que non seulement il y a ce truc-là, et en plus je pense que c'est vraiment, alors, je suis pas calé là-dessus, mais connaissant mal, je pense que c'est vraiment un truc genre pas gratuit. Alors il a fait ça pour participer à la musique de la scène, à créer un dynamisme à la scène et compagnie, mais en même temps, je pense que c'est vraiment le bruit que t'entendrais. Tu vois, je pense qu'il y a le souffle, les verres pétés, tu vois, c'est con, mais genre les verres pétés sur les bagnoles, comment c'est filmé. En gros, c'est même pas un money shot, c'est juste que c'est vraiment un truc, tu te dis, ça peut se passer, quoi. Parce que, tu vois, c'est toute la valeur de l'explosion, c'est un truc qui pue le réalisme plus un nez, quoi. Mais puis après, ça montre aussi un peu le côté de la dureté, en fait, de la chose. C'est comme le fait d'avoir utilisé des bruitages très réalistes, des armes. Il y a un côté très froid, en fait, très froid et brutal. Mais même des trucs tout cons, hein, juste quand les mecs se battent. Je pense notamment à Robert De Niro qui s'engueule avec un des membres qui a été rajouté pour les braquages, donc Wayne Grove. Ouais. Et qui veulent le buter du coup, et en fait le moment où donc en gros ce qui se passe c'est qu'en gros ils vont le buter en fait, mais ils font style là, bah, t'inquiète pas, on va te donner ta part du braquage, et puis t'as fait de la merde, donc on veut plus entendre parler de toi, et au moment où il se retourne pour lui foutre une droite, il fait un raccord dans l'axe direct, ce qui fait que t'as je sais pas comment dire, ça donne encore plus de violence au coup qu'il vient de donner, quoi. C'est-à-dire que t'as bien sûr. là, t'as le bruit qui fait pouf comme ça, et puis tu te rapproches violemment de puis même d'eux et tout. Enfin, puis la chorégraphie de ces scènes, hein, simplement. Enfin,
même juste ce qui se passe avant. Parce qu'en gros, là, on est dans la soirée du braquage. Le braquage se déroule un moment dans la journée. Là, c'est le soir. Donc, en fait, la bande se regroupe dans une espèce de café, voilà, pour faire le point. Et donc, t'as tout le monde. T'as Tom Sizemore qui est là. Et puis, ce que j'adore dans cette scène, c'est que donc t'as le personnage de Waigro qui est là. Donc, Waigro étant le mec qui a fait foirer le truc, en fait, qui a tiré le premier sur un des otages, qui font que tout le monde a dû être obligé de tuer les restes, en fait. Donc, à cause de lui, en fait, ils ont mis les mains dans la merde, quoi. Et donc, bref, De Niro est pas encore arrivé dans le café. Il y a que la bande, dont Waigro qui est là, et tous les mecs de la bande le regardent, sont presque hyper glaciales avec lui, parce que en gros, eux comprennent ce qui va se passer, et lui, il est là, genre, ouais, vous m'en voulez, je comprends, je m'excuse et tout, puis t'as Sizemore, qui est mortel dans parce que comment dire, Waigro est assis à côté de Danny Trejo. Et Danny Trejo, en fait, est à côté, puis à un moment, il se lève, il dit, moi, je vais pisser, donc en fait, il se lève, et en se levant, il laisse, du coup, une place vide à côté de Waigro, en fait. C'est-à-dire que Waigro, s'il veut se barrer, il pourrait partir en courant. Et pour pas qu'il puisse présager de faire ça, t'as Sizemore qui est assis sur le rang d'en face, qui vient sans dire un mot. Il change de place, il se met à côté de lui, puis il le regarde avec des yeux, tu sais, avec des yeux, lui, très hypnotisants, t'as un côté hyper menaçant. Et t'as plein de trucs. De Niro débarque, il s'assoit à côté, donc il reprend la place de Trejo qui est parti pisser. Et puis il le cogne sur la table, le Waigro, t'as tout le monde qui regarde autour, qu'est-ce qui se passe, Sizemore qui regarde les autres avec ses yeux de... Ah, c'est vraiment... tu sens toute la violence psychologique du truc, et tu sens que ça pue, quoi, pour Waigro, quoi. Et voilà, comme tu dis, cette scène où ils sortent, putain, la chorégraphie, quoi, même avant le raccord dans la photographie, la chorégraphie de la scène, où t'as juste un travelling arrière, où tu vois De Niro, donc marcher vers la caméra comme ça, à côté de Waigro, en mode droit devant, je regarde droit devant, hyper sérieux, puis d'un coup, bim, il le tabasse à côté, enfin, je trouve ça, mais... Ah ouais, c'est mortel, quoi. C'est classe, quoi. Ce qui est ouf, c'est qu'en fait, cette chorégraphie hyper millimétrée, ça te pose tout de suite le côté extrêmement soudé du groupe, hormis Waingro, du coup, qui a une pièce rapportée pour ce coup-là. Mais en fait, le fait d'enchaîner et le casse, qui est pareil, en fait, qui est extrêmement... qui a une dynamique de chorégraphie qui est aussi particulière et qui est encore plus intéressante parce que avant de voir le cast, tu ne vois jamais les personnages ensemble. C'est-à-dire qu'on présente... du coup, la présentation de Robert De Niro qui sort d'un train, d'un métro. Non, c'est un train, c'est pas un métro. Qui sort parmi la foule, tu vois, c'est le mec, on sait pas qui c'est, il a un blouson d'infirmier, il passe par un truc d'infirmier, il se barre avec une ambulance. Ensuite, bim, tu passes à Val Kilmer comme ça, genre ça saute, ok, d'accord. Donc en fait, il n'y a pas de lien entre les personnages. Et puis hop, là finalement, Val Kilmer va se retrouver dans le même camion que Robert De Niro. Puis on va avoir une autre séquence en parallèle où on va avoir du coup Tom Sizemore, donc Michael Cherito, qui va récupérer Waingro. Et finalement, ils vont tous se retrouver pour le même casse, etc. L'un en face de l'autre et tout. Enfin, toute la mise en place fait ce truc hyper calculé. Et le fait d'enchaîner avec cette scène dans le bar où là pour le coup c'est de l'impro parce que sur le principe ils n'avaient pas prévu en amont de buter Waingro, mais vu ce qui s'est passé, ils sont tellement tous connectés. Et justement, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'effectivement dans l'histoire de la chorégraphie, c'est aussi au niveau des regards en fait. C'est il me semble que le premier truc qui démarre, en fait, c'est Val Kilmer. Ce qui se passe, c'est que t'as Waingro qui bouffe une tarte et puis c'est bon les gars, vous voulez pas manger un truc et tout. Et en plus j'adore ce que Val Kilmer, il a une espèce de petite cicatrice, il a vraiment un regard de tueur. Et tu sais, au début il regarde dans le vide, il tourne la tête, il regarde vers du coup Waingro, puis en fait il regarde après Danny Trejo qui se lève et puis du coup comme t'as expliqué, puis ça fait démarrer toute la chorégraphie. Tu comprends que on se suit, etc. Enfin ouais, parce qu'il y a une espèce de fraternité, tu sens que les mecs ils ont, ça y est, on a un plan de secours, quoi, puis ce plan de secours ça va être de buter, on comprend que ça va mal se passer. Et alors le mec s'en réchappe de ce truc là, et en fait justement, ce qui est intéressant avec ce personnage là de Waingro, c'est que en gros lui il fait exister les deux personnages pivots du film qui sont à la fois De Niro et aussi Pacino, parce que ce que j'aime bien dans l'idée d'avoir intégré ce mec là dans leur cocon de potes, parce qu'ils avaient besoin d'un autre type pour ce braco là spécialement, en fait ils avaient besoin de ce mec là, et lui donc il fout la merde, il se réchappe, donc en fait De Niro a pas réussi à le buter, puis après il disparaît pendant un moment du film. En fait ce que j'aime bien, c'est que ce mec là en fait c'est un tueur en série dans le film, c'est un mec, non seulement il a fait foirer le braco, mais en plus à côté de ça, c'est un mec qui prend des putes et puis il les bute, quoi. Il les bute, on les retrouve dans les motels, explosés, le visage fracassé et compagnie. Et en fait, ça fait intervenir aussi Pacino, donc non seulement inspecteur de police qui enquête sur les bracos de la bande à De Niro, mais aussi il enquête sur autre chose, quoi, et notamment sur des meurtres
dont les meurtres de ce mec-là. Et en fait, il y a un parallèle qui est créé. Donc en fait, lui, en même temps, le White Gros va faire enquêter Pacino sur ses propres meurtres, et en même temps, il va se recoller indirectement à la bande de se remêler à la bande de De Niro en voulant faire capoter leur plan. C'est-à-dire que lui, il va vouloir se venger aussi indirectement du traitement que peut réserver De Niro. Et puis, donc toi, il va faire déjouer ses plans par la suite du film. Et jusqu'à créer la perte de De Niro, parce que De Niro, par son besoin de vengeance aussi, en sachant que ce mec-là est revenu foutre la merde, il va vouloir le retrouver. Et du coup, ça crée des... Tu vois, ça fait participer tout le monde dans le scénario. Et en plus, non seulement ça permet de faire mêler les personnages entre eux, mais aussi de dévoiler un peu ce qu'est la vie d'un policier, sur quoi il peut enquêter aussi. Tu vois, faire exister aussi le propre métier de Pacino dans le film. Pourquoi ce métier-là lui prend du temps? Pourquoi il voit des choses tellement affreuses que il en devient taiseux, à pas dire ce qui se passe à sa femme quand il rentre du boulot le soir, à les faire s'éloigner tous les deux. Donc ça crée aussi des dommages dans son propre couple. Et t'as plein, et ça fait, tu vois, ça participe à tout. C'est pas seulement gratuit, quoi. Tu vois, c'est pas genre on a mis un personnage d'un tueur en série, non, c'est que c'est pour bien te montrer que le boulot de flic aussi est hyper compliqué. Et dans la psychologie des personnages, c'est jamais explicité, c'est juste que c'est montré, et ça donne une espèce de densité thématique au film. Et puis du coup des arcs narratifs un peu différents, mais du coup qui s'agencent bien entre eux et qui sont hyper cohérents, quoi. Et, Comme tu disais, c'est vrai que comme c'est vraiment... Alors, c'est assez particulier parce que à la fois, c'est un peu un film choral, même si quand même, globalement, c'est centré sur De Niro et Pacino. Mais il y a effectivement ce côté train de vie, en fait, que tu vois des deux côtés. Donc, effectivement, que tu vois avec Pacino, mais que tu vois également aussi avec Robert De Niro, qui, en gros, voilà, comment il récupère ses coups, en fait, en gros, il a une espèce de bookmaker qui lui fait: ah, écoute, il y a tel mec qui aurait besoin de toi, il y a tel plan qui existe, enfin, tu vois, d'espèce de recherche de bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire pour se récupérer de la thune, quoi. Et c'est une espèce de train de vie, enfin, on te présente ça un peu comme l'habitude du braqueur, quoi, comment il vit, quoi, en fait. c'est ça. Et puis, c'est surtout qu'en puis plus, de t'as façon, vraiment cette espèce de microcosme un peu. C'est pas une mafia, quoi. C'est pas non plus un truc extrêmement organisé. C'est vraiment ce petit groupe presque de mercenaires qui ont en plus à côté leur vie, qui ont leur femme, etc. Sauf De Niro. D'ailleurs, c'est ce qu'on va développer aussi effectivement enfin ce qu'il va développer dans le film, avec du coup la rencontre qu'il fait, etc., qui finit par tomber amoureux, etc. Et c'est vraiment hyper intéressant, surtout que c'est hyper intéressant parce qu'on te présente ce mec-là comme un mec extrêmement taiseux, très pro, qui a toujours une espèce de leitmotiv qui est de toute façon, en gros, c'est bien, vous êtes avec vos femmes, etc., vous kiffez, c'est très bien, mais faut pas oublier que si jamais les flics débarquent demain, en 30 secondes, il faut que vous puissiez tout lâcher, en fait, parce que sinon, vous allez vous faire gauler, quoi. Et du coup, le fait que lui tombe qu'il tombe amoureux, c'est quasiment le coup de foudre, en fait, hein, presque. Il rencontre la nana, il discute, enfin, ça se fait comme ça. Et du coup, le fait que lui soit confronté à ça, c'est hyper intéressant, quoi. Mais alors, ouais, côté coup de foudre, moi je l'ai pas vu comme ça. Donc, en fait, de façon à dire, déjà, juste, je vais revenir là-dessus. Coup de foudre, dans le sens où ça se fait rapidement, tu vois. C'est en gros, il rencontre une nana. Ouais, non, bien sûr. Ensemble, et tu sens que dès la première nuit, le mec il est là en mode genre, ah putain, merde, en fait, c'est vrai que. Ouais, bien sûr. Avec elle, quoi. Mais ce que je veux dire, déjà sur le côté, tu dis, les mecs ils sont dans leur boulot, on les voit, c'est des mecs simples. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est surtout des pros, quoi. Et d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire Pacino, il est présenté comme un loupard. La première scène où tu le vois arriver sur donc la scène de crime entre guillemets, c'est donc la scène de crime, oui, c'est le braco du début du fourgon blindé. Donc les otages ayant été tués, donc les mecs débarquent de nuit sur la scène de crime avec les mecs blessés, enfin les mecs morts par terre et compagnie. Puis lui, il arrive, il mène son enquête. Alors t'as tout, hein, t'as toute l'équipe, t'as Ted Levin qui fait un de ces hommes de, enfin, tu vois, c'est tous les mecs des années 80, 90 qui sont là-dedans. Et lui, il débarque, tu vois, le hyper charismatique, il sait de quoi il parle, bim bim, il est là, il donne les indications tout de suite, il s'entraîne pas, et le mec, il est sûr de son coup. Il arrive à reconnaître dans la scène de crime. Alors tu me diras, on a déjà vu ça, mais tu sens que le mec, voilà, c'est un pro. Et le mec, il sait de quoi il parle. Et en même temps, bim, ça cut, il rentre chez lui le soir, et puis tout de suite, on comprend qu'il y a un problème avec sa femme, parce qu'il lui dit à deux mots ce qui vient de se passer, puis elle lui reproche de pas être là, puis lui, en même temps, il a la tête dans le sac parce que il vient de voir des trucs un peu horribles et tout. En fait, tu comprends le personnage, tu comprends que c'est un pro, et en même temps, c'est un mec qui ne vit que pour son boulot, et du coup, qui à côté ne sait pas gérer. Il est pro dans son boulot, mais c'est une merde, en fait, dans sa vie personnelle. À tel point il en est à son 3e mariage, et qui en plus bat de l'aile, quoi, parce que toujours à cause des mêmes problèmes de son boulot et compagnie. En fait, c'est des mecs comme ça. Et De Niro, quand je disais, ouais, alors,
où j'étais pas trop d'accord sur le côté coup de foudre, c'est que oui, effectivement, lui, en fait, comme je disais au début du podcast, c'est un mec qui ne vit pas. C'est un mec qui ne vit que dans son propre projet, un peu à la Jamie Foxx, d'une autre manière, dans Collateral. Il a un rêve d'aller, dont il ne se donne pas les moyens pour y arriver dans le Collateral. Là, il veut se donner les moyens pour y arriver. Sauf qu'il réitère ses braquages, et on se dit c'est quand qu'il va le faire, quoi. Et lui, il rêve de vivre sur une plage, en sachant sa propre liberté. Et du coup, il ne vit pas, il n'a pas de meubles, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, la meuf qu'il croise, en fait, parce qu'en fait, quand lui n'est pas en train de monter des coups, il s'intéresse à la métallurgie, ça lui sert dans ses trucs de braquage et tout ça. Donc, il fait des recherches dans les bibliothèques. Il va toujours à la même bibliothèque. Il croise une nana qui travaille là-bas, et puis en fait c'est elle qui vient l'aborder en disant mais je vous vois souvent et tout. Puis lui il est très froid avec elle, parce qu'au début on peut se douter, il se dit bah attends, vous me posez beaucoup de questions, parce qu'elle lui demande en gros vous venez d'où et compagnie, puis lui il se dit mais attends, mais en gros étant un mec un peu recherché, peut-être qu'il se dit putain à quel point elle me pose des questions, c'est bizarre. Donc il est un peu glacial avec elle, puis en fait il comprend qu'elle l'aborde vraiment une espèce de dragouille, quoi. Puis alors lui il rentre dans son jeu, mais ça se fait tellement vite que tu te demandes si c'est pas un truc qui, tu sais, un de ces éléments qui le rattache un peu à une vie réelle, en fait, quelque part, parce que tous ses potes autour sont maqués, ont des problèmes avec leurs copines et compagnie, lui n'a rien. D'ailleurs, Val Kilmer lui met de temps en temps la pression, mais t'en es où avec les meufs et tout, lui il fait bah, j'ai pas le temps et compagnie. Il lui dit pas ce qui se passe pour de vrai à côté, la rencontre qu'il vient de faire. Et comment c'est traité leur rencontre à lui et la nana, peut-être je trouve que dans leur dialogue, il y a un côté presque fille d'une nuit, et c'est traité comme une fille d'une nuit, c'est-à-dire pas un coup de foudre pour moi, c'est vraiment juste la fille, il va coucher avec elle dans la nuit. Il l'emmène chez elle, il lui fait son petit plan, et puis bim, il couche avec elle, et puis ça prend en rester là. Puis tu sens qu'il la rappelle plusieurs jours plus tard, mais tu sens parce que il a un besoin de rattache à quelque chose qui le sort de son univers de braquage, Oui. et que peut-être c'est une meuf qui pourra emmener, mais non pas parce que c'est un coup de foudre, mais parce que c'est ce qu'il avait projeté. T'as genre vivre avec une nana à l'autre bout du monde, et tu sens qu'il essaye de récupérer ça un peu. Genre ouais bah tiens, je prends l'opportunité, la nana on a couché avec elle, après tout ça aurait pu rester là, mais quand même je vais essayer de m'en faire une muse pour en ramener plus tard. Oui, un truc comme ça, quoi. Je suis pas d'accord dans le sens où, en fait, la première fois qu'il la quitte, c'est-à-dire que bon, du coup, ils passent la nuit ensemble, etc. Et du coup, il se barre dans la nuit parce qu'il doit, je crois qu'il doit voir quelqu'un après le soir, je sais plus pourquoi. Ouais. Mais bref, tu vois, il sort du lit et tu vois la manière dont il s'arrête sur elle. En plus, il lui donne un verre d'eau. Enfin, clairement, c'est des réactions d'un mec qui s'attache, tu vois. Je veux dire, et c'est dès le premier soir qu'il fait ça. Ouais, mais j'ai pas. Effectivement, il y a ce côté, le fantasme de ah putain. Mais il y a quand même tu sens quand même un attachement particulier. C'est pour le coup, Bien sûr, je suis pas d'accord. Ouais. C'est pas effectivement le coup de foudre, et c'est un peu gros. C'est pas exactement ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est pas juste un coup d'un soir pour lui. Et ça dès le début en fait, pour moi. Il la ramène. Ouais. En tout cas, je sais pas. Moi, je l'avais vu comme ça parce que c'est vraiment. Tu sens que le mec, il essaie de. J'avais l'impression que c'était une espèce de. Ouais, genre une opportunité à saisir pour. Ouais, bah, je vais monter mon plan. Elle est là, elle m'aime bien. Je l'aime bien, il est attaché, hein, je dis pas le contraire, mais tu vois, je sens que ça va vite, parce que je trouve que la manière dont c'est traité, leurs rencontres, c'est vraiment une fille d'une nuit, quoi. Alors, effectivement, il la quitte, il lui fait un regard attendrissant, il a des gestes avec elle, le coup du verre d'eau, pas que, d'ailleurs, il y a plusieurs choses. Et ce que je veux dire, c'est que c'est traité comme ça, puis d'ailleurs, à tel point que après on la voit plus pendant un petit moment du film, et puis il finit par la rappeler. Oui, mais c'est ça, il y pense, tu vois, dès qu'il y a un rappel de quelque chose, il va penser à elle, et du coup, il la rappelle. Ouais, mais tu vois, il s'en rappelle. À quel moment, bah en fait dans une espèce de soirée où tous ses potes ont une femme. Il est tout seul, bien sûr. Et ouais, puis lui, tu vois, c'est que je le voyais moi plus comme un truc que genre ouais, faut que je me ils le font, putain, faut bien aussi que je me rattache à quelque chose, quoi. Puis il la rappelle, puis elle lui dit d'ailleurs putain mec, tu m'avais pas appelé depuis longtemps, quoi. Enfin, je pensais pas que tu rappellerais un jour, tu vois, je trouve qu'il y avait ce côté-là, quoi. Et puis il finit par s'attacher du coup en progression. Ouais, mais le truc c'est que, enfin là où du coup je vais pas être d'accord, c'est que si c'était le cas, en fait la fin ça serait pas important en fait, tu vois, parce qu'il s'est attaché à elle à la fin. Oui, mais du coup, on s'arrête énormément sur le fait que, justement, sur cette fameuse phrase, ben, en fait, le truc, c'est qu'il faut que tu sois prêt à tout quitter en 30 secondes. Et en fait, c'est ça le truc aussi, la tragédie un peu du truc, c'est que le mec passe son temps à dire ça, conseille à ses potes qui ont des vies de famille, etc., de ne pas en avoir. Ah ouais, et en fait, il finit par le faire, et du coup, il se retrouve comme un con au moment, au moment fatidique, où justement, il se retrouve dans la situation où, en fait, au moment où en plus, c'est là où c'est encore plus tragique, c'est que c'était en vrai à 5 minutes, 1 minute près, le mec il se barrait avec elle, quoi. Et il allait faire, tu vois. Ouais, mais
Enfin, oui, mais quelque part, oui. Mais en fait, il a pris le choix lui-même, en fait. Comment dire, il avait le choix Oui. de le faire. Ah, mais Et en fait, parce que en fait, c'est sûr, c'est sûr. pour Mais tu vois, recontextualiser la scène, en fait, ouais, parce que en gros, c'est une scène. En gros, on est vraiment à la toute fin du film, c'est-à-dire que entre temps, donc t'as eu donc ce gang de bracos qui ont fait le braquage, vraiment le gros braquage de banque en plein milieu, donc le climax du film, qui sont en plein milieu, où en fait ça s'est mal passé, ils sont sortis donc avec les billets, sauf qu'il y a eu des flics dont Pacino était au courant qu'ils étaient là, du coup ça a mitraillé de partout, il y a eu des flics blessés, pas mal de gens du gang blessés et compagnie, De Niro s'en est tiré, et en fait du coup là c'est à partir de là, ils sont recherchés par tout le monde sait qui c'est, plus il y a eu des caméras et compagnie, donc là ils doivent faire vite quoi, ils doivent vite se barrer, régler leur compte, ce qu'ils ont à faire à Los Angeles, puis se barrer au plus vite possible, donc lui, son but étant de prendre l'avion, d'emmener la nana avec elle, sauf que la nana il lui a pas dit qu'il était braco, elle le découvre à la télé. Alors évidemment, ça met ses plans en péril. Finalement, elle finit par accepter de le suivre. Ils partent pour prendre l'avion, donc on est vraiment à la toute fin. Et puis justement, comme tu dis, il n'a pas arrêté de répéter à tout le monde la fameuse phrase. En gros, c'est quand t'es braco, ne t'attache pas à des choses dont tu ne pourrais pas te séparer en 30 secondes montre en main si tu voyais les flics arriver dans le coin. On comprend que lui avec la nana, oui, parce que du coup il s'attache avec elle en progression dans le film. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, oui. Et à la fin, quand il emmène la nana avec lui dans l'aéroport, il a le choix. Genre, là, s'il prend l'avion maintenant, il peut se barrer. Mais il va décider, il va se dire, putain, il y a le personnage de Waygro qui a fait capoter mon plan. Il y a cette espèce de revanche, genre, il faut que je me venge avant de partir. Mais il le sait lui-même. Et d'ailleurs, le plan où il conduit la bagnole, où il est avec elle, il le filme juste, toi, genre, le mec, il regarde droit devant lui, puis tu comprends que il y a un truc qui le taraude, et puis bam, il fait demi-tour, il rentre. Il lui dit t'inquiète pas, je n'ai pas pour longtemps, mais sauf que si il sait qu'il a toutes les chances de. Il y a aussi ce truc-là quelque part, son honneur fait que est plus important que. Ça c'est sûr. Ah non, mais après, c'est ça donc on parle aussi de côté professionnel aussi, mais effectivement, ça reste dans cette dynamique-là. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime bien ce côté-là, et du coup, il règle ses comptes avec le mec, donc il réussit son coup, ça crée un bordel, ça se passe dans un hôtel, il a foutu de l'alarme et tout, puis au moment de sortir, pour reprendre la bagnole, ce qu'il lui a dit, t'inquiète pas, j'en ai pour 5 minutes, il ressort peu de temps après, en s'approchant de la bagnole, il voit le personnage de Pacino débarquer, il voit que les flics l'encerclent en fait. Et là, comme tu dis, et là t'as un espèce de jeu de regard tous les deux, où effectivement il s'est attaché entre temps à la nana. Et en fait, il est dans la propre victime de son jeu de mots, en fait. Il s'est attaché, trop tard, il doit la laisser. Et du coup, toi, tout concorde, mais effectivement, ouais, puis c'est vrai que c'en est la première victime, parce que lui, il arrête pas de le répéter à tout le monde, il est tombé dans son propre truc, quoi. C'est peut-être une des seules fois où il a pas été professionnel. Mais si, du coup, justement, c'est ça le truc aussi, c'est que lui, justement, là-dessus, finalement, il va pas évoluer, en fait, et il va rester sur son truc de bah. Je fais ce que je dis. En fait, c'est à double tranche, en fait. Il fait ce qu'il dit, et en même temps, il dit bien aussi, à un moment donné, il lui dit à la nana, c'est juste avant qu'il parte, quand elle se barre, et quand... attends, je vais y arriver. Quand il va la voir après le braquage, et qu'elle sait du coup que c'est un braqueur, et que du coup elle s'enfuit la première fois, parce qu'au début elle a peur, et à un moment donné, il lui dit, mais en fait, le truc, c'est que là, en fait, je me rends compte que si je pars quelque part et que tu n'es pas avec moi, en fait, ça sert à rien, en fait. Et du coup, ce qui est beau dans la finalité du truc, c'est que en fait, il y a côté professionnel, mais tu as aussi le côté. Et bah effectivement, en fait, le truc, c'est que vu que il ne peut pas rester avec elle, c'est trop tard, le flic est là, il se casse, mais comme il ne peut pas partir, enfin, il ne peut pas être il peut pas partir quelque part sans être avec elle. Du coup, il va pas à l'aéroport. Il va mourir, en fait, tout simplement. Oui. Bah, il est conscient à ce moment-là, de toute façon, qu'il est piégé. Hein. Oui, bien sûr. Mais tu vois, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est en fait, il se rend compte quelque part qu'il aurait dû la choisir trop tard, quoi, en fait. Ou qu'il avait envie de partir, mais trop tard. Le moment est passé, quoi. Bah, et c'est-à-dire, du coup, du regard, c'est ça, quoi. C'est le putain, mais en fait, c'est niqué. Mais moi, tu vois, quand je disais le coup d'une nuit au début, c'est que, c'est-à-dire, c'est comme ça que je le voyais, en fait, l'attachement s'est fait au fur et à mesure. Le gars, au début, le rencontre, c'était vraiment c'est vraiment filmé, je trouve, traité comme le plan d'une nuit. Ah ouais, non, pas du tout. Hein. Ah, moi, je voyais ça comme ça. T'as le côté je sais pas comment dire, t'as le côté discussion. Oui, bah, il se livre un peu sur leur rêve et compagnie. Mais c'est là que se fait l'attachement. Et en plus, t'as le côté où, à un moment donné, je sais plus, il lui dit ouais, on sent que t'as une famille, t'es proche de ta famille. Enfin, tu sais, tu sens qu'il y a t'as une espèce quand même
d'envie de la part de Niro, en mode genre, ah putain, quand même, avoir un groupe, avoir une famille, avoir quelqu'un. Oui, mais c'est ça que je dis. Mais c'est ça que je dis en fait. Au début, je le vois comme ça, et en fait, après, quand tu le vois dans des scènes, parce que tu sens, même la façon dont il le joue, tu sens que ça lui fait plaisir en gros, qu'elle lui demande de se confier, puis il le fait avec plaisir. Tu sens genre, il l'aime bien pour ça, en fait. Il y a un truc, genre. Et puis Oui, mais après, c'est pour ça que pour moi, ça n'en fait pas un coup d'une nuit, quoi. Enfin, non, dès mais le début. tu vois, il la rappelle pas tout de suite, tu vois, puis elle la Oui, rappelle. mais ça, c'est plus le côté. Le truc, c'est que De Niro, encore une fois, c'était un mec taiseux, c'est un mec renfermé. En fait, c'est plus ça le truc. C'est pas que pour lui, au début, il sait pas trop. Je pense. Dès le début, il sait. C'est juste qu'après, oui, non, effectivement, son Oui, boulot après, avant tout, quoi. Donc, comment gérer ça par rapport à son boulot et compagnie. c'est ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un attachement qui Mais se fait. C'est exactement ça à la fin, mais. quelque part, ce qui est assez rigolo aussi, bah après ça va jusqu'au boutiste aussi de l'effet miroir, c'est qu'au final, comme De Niro et Al Pacino, c'est les mêmes, quelque part, Al Pacino, c'est effectivement la version de De Niro qui, malgré le fait qu'il ne puisse pas, qui fait que son boulot, la nature de ce qu'il fait, l'empêche d'avoir une vie de famille, mais il va quand même essayer. Mais le truc, c'est que, enfin voilà, le fait est que son boulot l'empêche d'avoir cette vie-là, en fait. Mais le mec, lui va quand même essayer. Il a la propre conscience aussi de se dire que son couple est mis à péril, parce qu'il lui dit clairement, bien moment, il me dit à sa femme, de toute façon, parce qu'ils ont une fille, enfin, il a une belle fille, sa copine, parce que je sais pas s'il est marié, en tout cas sa copine du film là, a une fille ouais, bah, c'est sa femme, ouais, voilà, a une fille d'un autre mec avant lui. Et avec qui ça se passe mal, parce que bon voilà, les situations familiales où du coup son père géniteur Ouais, il a abandonné sa fille, en fait. l'a abandonné, puis il la voit hyper rarement, elle en souffre énormément, puis ça se passe mal, Pacino étant jamais là en plus, sa mère, problème de couple, enfin, une famille, situation de crise, quoi. Et au bout d'un moment, la fille vraiment montrait, en fait, tout le long du film, la personnage de la petite fille sert à faire aussi exister le personnage de Pacino, comment il évolue dans sa propre famille. Alors, elle a des problèmes, et du coup, ça permet de comprendre le personnage, quoi. Et quand, à la fin du film, donc on l'oublie un peu pendant longtemps, lui il rentre dans son appartement, puis il découvre la gamine qui a essayé de se suicider dans sa baignoire, en fait, en se coupant les veines. Donc il la ramène à l'hosto, elle est pas morte, hein, mais il la ramène à l'hosto et compagnie. Et puis là, à ce moment-là, il y a sa femme qui est là, qui l'attend, puis il lui dit, bah écoute, en gros, tu ne mérites pas, de toute façon, moi, en gros, je ne vais pas changer, c'est ma vie, on n'est pas fait pour être ensemble, quoi. En gros, je vais te faire souffrir et tout. Tu vois, il y a une espèce de conscience les mecs sacrifient leur vie au profit de leur boulot, et d'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est que justement, bah, c'est des doubles. De Niro ne vit pas, ou en tout cas ne vit pas encore, et lui n'a pas de vie du tout. Et quand ils se parlent, parce qu'il y a un moment, donc on parle de la fameuse scène pivot du film où ils prennent un café ensemble, c'est-à-dire, ils prennent un café, c'est avant vraiment le climax du film, le braquage de banque et tout. Là, ils savent enfin, De Niro sait qu'il est traqué par ce type-là, parce que par concours de circonstances, ils ont appris à se découvrir indirectement. T'as Pacino qui le traque, il a son nom, il a sa bande de potes, mais ils peuvent pas les arrêter tant qu'ils sont pas ensemble, tant qu'ils ont pas comment dire, quelque chose de concret, par exemple, qu'ils sont dans l'action. Et du coup, lui, l'idée, c'est il va le trouver, il va lui proposer de prendre un verre tous les deux, sachant que l'autre va accepter parce que l'autre n'a rien pour l'arrêter directement, et inversement, ils prennent un verre. Et en fait, c'est la seule fois où il se livre, si c'était à la nana du coup, mais où De Niro va aussi se livrer. Tu vois, ils vont parler de leur propre vie en s'interrogeant. Et ce que j'aime bien dans cette scène-là, c'est qu'en plus elle est filmée de façon hyper onirique, c'est-à-dire qu'on oublie un espèce ça se passe dans un café où t'as plein de gens autour. Au début, t'as des gens qui parlent et puis tu les entends plus. Normalement, tu les entends plus. Et c'est des plans, des champs contre champs, mais qui se resserrent sur eux. Et puis ils vont se parler, t'as une espèce de, comment dire, de respect entre les deux, c'est sûr. Et en même temps, ils se comprennent en fait. Par le biais de leurs propres problèmes, ils s'expliquent voilà, que en gros lui, De Niro, bah c'est un braco, il le sait, sauf que il s'est trouvé une nana. Et il lui dit, bah moi je lui dis que je suis représentant de commerce et tout, je trompe mon monde et tout, puis Pacino qui est là, qui fait, mais ouais, enfin en gros lui c'est pareil, ils ont des vies, leur vie professionnelle est complètement cachée de leur, enfin, ils ont une vie professionnelle d'un côté, qui ne mélange pas leur vie privée, et ce qui crée leurs propres problèmes, quoi, du coup. Et du coup, ils ont des problèmes un peu liés à leur boulot des deux côtés, et puis en fait, c'est un espèce d'effet miroir comme ça, où les deux, du coup, se comprennent. Et mais ils se disent, par contre, nous, on est dans notre boulot, on ne sait faire que ça, et en gros, on ira au bout, quoi. C'est-à-dire que sinon, on doit se recroiser plus tard au détour d'une scène. Si on braque une banque et vous êtes là pour essayer de m'arrêter, bah, on va se tirer dessus parce que de toute façon, on ira au bout, quoi. Et donc, t'as un espèce de côté, tu sais, le respect entre flic et balfrac et à l'inverse aussi.
et je sais pas, c'est hyper intéressant, et du coup ça crée en plus, l'intérêt de ces scènes est non seulement hyper belle et dans les dialogues et tout, et en plus de te créer, comment dire, un enjeu encore plus dramatique dans la scène de fusillade qui va se passer, enfin du coup on le sait pas encore, mais quand le braquage va déraper plus tard dans le film, et qui vont être amenés à créer une fusillade dans la rue, les flics contre les malfrats et inversement, bah, les deux vont se recroiser, en tout cas au détour de la même rue et compagnie, ils vont essayer de se tirer dessus. Du coup, ça crée un enjeu, parce que tu sais ce qu'ils pensent de l'autre, tu sais ce qu'ils projettent tous les deux, et que tu sais que malgré qu'ils soient pas rencontrés, qu'ils soient parlés, qu'ils soient respectés, qu'ils se respectent toujours, bah, si ça doit tirer entre les deux, ils vont tirer, quoi. Et du coup, tu sais pas comment ça peut terminer, et ça donne un truc, une puissance, quoi. Et ça que je... Et d'ailleurs, c'est le seul, en vrai, c'est le seul point négatif, reproche que j'aurais à faire au film, c'est que il y a tu vois, c'est un film choral et en même temps, il y a une inégalité dans le traitement du groupe de flics et du groupe de malfrats. C'est-à-dire qu'on suit quand même vachement plus De Niro, Val Kilmer, même si Danny Trejo, Tom Sizemore sont vachement moins traités. N'empêche que voilà, ils existent quand même. Là où je trouve que le groupe des flics ont pas beaucoup de latitude en fait pour exister. Il y a qu'une scène qui est d'ailleurs prise en miroir, c'est-à-dire que t'as la scène où t'as De Niro et son équipe qui sont en train de manger ensemble dans un resto. En plus, c'est rigolo parce que ça fait un peu resto. Enfin, ça fait un peu plus resto populaire que là où les flics vont. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que les flics, ça fait un peu genre, tu sais, presque boîte un peu guindée ou resto, tu vois, un peu huppé, tu vois. Là où les autres, ça fait un peu genre, bon, on est en rond autour d'une table. Ça pourrait être peut-être pas un truc asiatique non plus. C'est pas non plus enfin, c'est pas Non, mais le resto entre potes, voilà, quoi, le resto entre t'imagines, potes, quoi. Mais du coup, voilà, t'as la même scène en miroir, tu vois, où t'as le De Niro qui est au milieu de ses potes, l'autre il fait ah vas-y j'ai demandé ma femme en mariage, l'autre avec sa copine, etc. Et quasiment la même scène du côté des flics, mais il n'empêche que le groupe de Niro existe aussi en amont, tu les vois vraiment interagir. T'as Val Kilmer qui a des problèmes de couple, qui va voir directement, t'as des vraies interactions entre deux, que dans le groupe des ouais. flics, il y a pas ça, tu vois. T'as pas Al Pacino qui va parler avec, je sais pas, avec Ted Levin par exemple. En fait, je trouve que c'est dommage parce que le fait justement qu'on a eu toutes ces constructions et ce background avec les personnages avec le groupe de Robert De Niro, ça fait que toutes les séquences finales, tous ces personnages-là, c'est impactant. Même merde, j'allais l'appeler Palmer parce que du coup j'ai oublié son nom. C'est Denis Grasberg, là, je sais pas. alors, oui, le nom de l'acteur c'est Denis Iceberg, mais C'est Donald Bridan dans le film. voilà, Donald Brennan. Pareil, tu vois, que tu as suivi un peu, tu vois. Alors lui, bon, bah, comme il n'a pas une énorme importance, tu le vois qu'un tout petit peu dans le film, mais tu vois un peu son parcours, tu vois et donc tu vois l'enjeu vis-à-vis de ce qui va se passer dans le climax. Mais le fait que les flics, eux, n'ont pas ça, et c'est un peu dommage parce que pourtant leur mort, elle est quand même un peu impactante, tu vois, genre Ted Levin qui meurt derrière. Ouais, mais ça m'a pas choqué du tout ça, parce que pour le coup, je trouve que l'arc narratif de Pacino, je trouve, regroupe tout ce qu'il faut, dans le sens où les personnages de Niro, enfin, comment dire, la bande, ce qui est intéressant avec la bande de malfrats, et je pense que pourquoi ils sont plus développés, oui, que les policiers, c'est que la bande de malfrats ont tous un parcours social qui est propre à leur, en fait, si tu veux. On parle, par exemple, là, on vient de parler du personnage de Donald Bridan et tout. Alors lui, il va intégrer la bande par un concours de circonstances, un mec qui veut se réintégrer, qui sort de tôle, qui a une copine qui le prend un peu en main, qui lui dit, écoute, trouve un petit boulot, même de merde, trouve-toi le temps de te refaire, et puis on part sur une vie plus saine et compagnie. Et en fait, le mec accepte, il veut vraiment se réinsérer, et puis en fait, son patron lui parle comme une merde, et puis ça le titille de l'intérieur de repartir, et puis t'as De Niro qui vient le chercher parce qu'ils ont besoin d'un chauffeur pour le braquage de banque, et lui il accepte dans la foulée. En fait, il cède à la facilité, à la tentation, et c'est ce qui va le perdre. En fait, et c'est des mecs, toi, donc la réintégration, la réinsertion, De Niro, Val Kilmer, comment dire, problème de couple, en même temps qui tiraillent, c'est des relations d'amitié entre eux, qui les poussent à faire leurs conneries. Le personnage des flics, par exemple, c'est tous, en gros, on peut imaginer comme ça, c'est tous des bons flics, entre guillemets, et le personnage de De Niro regroupe un peu tous les problèmes que tu peux rencontrer chez les flics qui enquêteraient, parce que lui, étant le chef comment dire, le big boss, quoi, c'est lui l'inspecteur qui va monter les plans d'action pour essayer d'arrêter les bad guys et compagnie. C'est lui, en fait, il y a une sorte de fascination qui est intrinsèquement liée au personnage de Pacino dans le film. Et je trouve que ça suffit. En fait. Et en fait, oui, la mort de Ted Levin, oui, effectivement, il meurt, mais tu vois, on s'attarde pas non plus des plombes dessus. Je trouve que, en fait, non, mais c'est dommage, c'est ce que je te dis, c'est dommage. En fait, le problème, c'est que du coup, ce qui est, en fait, le reproche, entre guillemets, que j'aurais à faire, c'est que du coup, ça veut dire que ces flics-là sont, comment dire, ils sont dispensables, en fait. C'est-à-dire qu'en vrai,
tu peux les retirer du film, ça change rien. Et c'est Ouais, dommage parce mais, qu'ils ont, mais ils ont quand même un temps, ils ont quand même un temps de présence qui est quand même significatif, c'est-à-dire que tu les vois quand même à l'image, mais ils sont pas plus développés que ça. Alors effectivement, ça ne gêne pas la compréhension, mais c'est juste que je trouve que ça aurait donné encore plus d'impact à cette scène finale en fait. c'est-à-dire D'ailleurs, que j'aurais on avait dit pas vu souvent. l'intérêt de, par exemple, puisque oui, pourquoi Ted Levin meurt et à la limite on s'attarde plus sur la mort de Ted Levin dans le film. Mais de montrer Ted Levin, par exemple avec sa femme ou des trucs comme ça, sachant que lui n'est qu'un, enfin, n'a pas d'intercation ni avec les méchants ni avec Si, des événements clés du film, autrement que par être l'accompagnateur de Pacino, quoi. Ça aurait été juste pour pousser l'effet miroir jusqu'au bout en fait. Que là en Ouais, fait ouais. du coup l'effet miroir le truc en fait c'est que à ce moment-là Robert De Niro et Pacino ça suffit en fait si tu veux. C'est ça en fait la problématique, c'est que parce que en vrai je pense que t'as des histoires tout aussi intéressantes que celle de Val Kilmer et de Denis Iceberg à raconter sur les personnages des flics, hein. Je pense qu'il y Oui, a non, mais des bien sûr, parce que ce que je veux dire, c'est que, comment qui dire, feraient pas redite, tu vois, oui, oui, je non, pense mais, que parce que c'est un jeu de chat et la souris, mais je veux dire, les personnages de tous les bad guys, là, eux, indirectement, ont une interaction avec le personnage de Pacino, dans le sens où l'autre enquête dessus, ils vont trouver, enfin, comment dire, oui, en mais gros, aussi concrètement, chacun, ouais, mais toi, les flics, ouais, mais les aussi, flics, on t'explique qu'ils ont commencé à repérer, voilà, Todd ouais, Sizemore, en plus Val Kilmer. Ah putain, De Niro, lui, on sait pas qui c'est, donc Pacino, ah d'accord, ok, bon, il ouais, faut mais se ce que mettre. je veux dire, c'est que le personnage enfin, comment dire, les flics, enfin, la menace policière vis-à-vis des méchants, enfin, vis-à-vis de De Niro et de sa bande, c'est Pacino. C'est lui qui prend les décisions, tu vois. C'est sur lui que tout. Je suis bien d'accord, mais le truc, c'est que du coup, moi, je te retourne cet argument vis-à-vis de Robert De Niro. C'est la même chose. Les autres sont dispensables vis-à-vis de De Niro, du coup. Donc pourquoi leur donner plus d'intérêt? Tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais Pas au-delà de forcément, ça, parce c'est que justement, le truc, c'est le personnage du tueur en série, le personnage de Kilmer, ils vont s'en servir parce qu'il y a sa femme, ils vont pouvoir essayer de le faire, d'arrêter le personnage de Kilmer. Et en fait, c'est des backgrounds qui servent aussi au plan d'action de Pacino, mais si tu veux, Pacino en tant que menace policière, c'est lui sur qui tout repose. Tu vois, le personnage de Ted Levin, en fait, oui, on le voit souvent. On le voit souvent dans les bureaux à respecter les ordres ou à contester les ordres de Pacino, mais c'est pas. c'est justement ce que je te dis, c'est que c'est dommage qu'il n'ait pas plus d'importance, c'est tout. Et Ouais. parce que pour moi, ça aurait donné plus d'impact à cette scène finale, en fait. Ça aurait donné encore plus d'impact parce que du coup, tu aurais une Alors, vraie. la scène finale ou La scène finale, non, pardon, le climax, oui, ouais, le climax. Parce que la la scène fusillade. finale, et d'ailleurs, justement, tu vois, la scène finale est épurée à Robert De Niro et Pacino. Les autres ont tous été Oui, mais balayés. parce que c'est les deux, c'est un peu les deux symboles qui. Enfin, Bien sûr. Mais du voilà. coup, c'est pour ça que je trouve le traitement inégal. Et je pense que ça aurait gagné. Mais bon, après, Mais tu sais, évidemment, là, on est dans la même un peu le film problématique est sans ça, hein. d'un podcast qu'on avait fait sur Master and Commander aussi. Sur Alors, le- je- je- non. parce que c'était sur la célébration de la mort, comment dire. Alors, oui, non, c'était sur le côté bah, si, oui, en fait, si, non, si, t'as raison, c'est exactement la Tu même vois ce que je chose. veux dire? Ouais, ouais. C'est On était déjà pas d'accord là-dessus à ce moment-là. Oui, oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que. Alors, de Master and Commander, attends. C'était que pour moi, l'équipage existait beaucoup trop comment dire, en, en entité, quoi, en fait. C'était un équipage. Il y avait pas trop, il y avait pas trop les membres Ouais, ouais. d'équipage, etc. Je trouve qu'ils étaient trop amalgamés en une espèce d'entité comme ça. Mais en Et fait, effectivement, ça serait la même chose avec là. Mais du coup, le truc, c'est que là, je trouve ça d'autant plus, pour le coup, dommageable par rapport à Master and Commander, parce que là, il y a une volonté de faire un film choral, en fait. Et du coup, c'est un peu dommage En fait, le truc, c'est que je trouve qu'il y a presque il y a un pas qui n'a pas été franchi. Après, le film, il fait 3 heures, il y a déjà beaucoup de choses dedans, je comprends complètement. Mais du coup, c'est ce que je disais, je pense que tu vois, c'est un film qui justement mériterait, par exemple, à être adapté en série, où du coup, tu pourrais te permettre comme on disait, tu vois, de pouvoir passer du temps sur chaque personnage, les flics et les membres du gang d'un côté, enfin, pour que tous aient un truc vraiment développé et que du coup, tu aies cette séquence charnière de climax qui ouais, du coup ouais. extrêmement impactante parce que justement comme c'est ce que tu disais tu vois c'est que le fait d'avoir ce face à face Robert De Niro Pacino, le fait d'avoir le background de Denis Iceberg, de Val Kilmer, etc., qui donne de l'enjeu à cette scène, et bah du coup le fait qu'il y ait euh, des enjeux à peu près de la même manière du côté des flics sur cette scène là, ça Ouais, mais crée c'est là,
c'est là où je suis pas d'accord en fait. C'est-à-dire que je trouve pas que les enjeux soient les mêmes pour les filles. Enfin, c'est-à-dire l'enjeu étant de leur arrestation et qu'il y ait le moins de blessés possible dans la ville. C'est-à-dire l'enjeu de cette scène et comment c'est raconté. D'ailleurs, on suit le braco, tu vois, on commence le braco avant l'intervention de Pacino et compagnie. Genre, on est vraiment on est sur le plan des méchants. On les voit suivre, monter leur plan depuis le début. Bah, tu me diras, on voit aussi, du coup, le personnage des flics les surveiller. Je suis bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que on est quand même du côté plus des bad guys à ce moment-là. Et en fait, tout l'enjeu de cette scène pour moi, c'est comment leur plan va aboutir, comment leur braquage qu'on sait plus va aboutir et comment on les a présentés. Moi, l'enjeu, je le vois du côté des bad guys. Et en fait, Pacino, là où c'est intéressant dans l'intervention des flics, alors moi, je mets pas je fais pas intervenir les flics comme Ted Levin et tous ces mecs-là. Ce qui est intéressant dans l'intervention de Pacino, c'est ce qu'ils se sont dit dans le bar avant. C'est comment lui va réagir face à De Niro et tout. Et en fait, lui, pour moi, il représente c'est ce qu'il faut. Je m'en fous. Moi, enfin, c'est mon ressenti. Mais tu vois, genre à ce moment-là, je ressens pas le besoin comment. Ouais, Levin il meurt, mais oui, il y a un plan sur lui, il meurt. Il meurt. Je pense pas que la caméra s'attarde dessus pour te faire un drama. non, On l'a déjà vu depuis longtemps, c'est tout. Mais c'est un mec comme un second non, main. Après, justement, c'est ce que je te dis, en fait. Évidemment, de fait, ça n'a pas été fait comme ça. Donc, du coup, on ne s'attarde pas dessus. Et du coup, c'est logique, puisque du coup, voilà, le personnel. Mais du coup, ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est juste un déséquilibre, en fait. Après, c'est pas. Effectivement, c'est pas vital. Le film fonctionne sans ça. Mais encore une fois, hein, c'est vraiment juste, ça serait pour. Ouais. De toute façon, je pense que, comme tu dis, de toute façon, en série, ça peut être intéressant. On avait parlé de ça quand on s'est retapé ensemble, de se dire, tu vois, genre, t'aurais fait un épisode, tu vois, les premiers épisodes de saison, tu fais presque un épisode par perso, tu sais, genre un truc, et tu fais relier les trucs. Non, mais ça, c'est clair, de toute façon, dans les deux cas, l'approche est intéressante. Mais ceci dit, même là, dans le film, tu vois, genre, pour le coup, bon, bah, du coup, je prends Ted Levin parce que je crois qu'il me semble que c'est le flic qu'on voit le plus dans le groupe. c'est l'acteur qu'on connaît bien. Tu vois, c'est juste de le faire interagir un peu plus, tu vois, mais juste un peu plus. Ça l'aurait fait exister plus que juste salut, je suis derrière et je gratte le papier, je suis random numéro. À la limite, ce qu'ils auraient pu faire avec lui, ce qui n'aurait pas été en trop, pour le coup, et à la limite, là où je te rejoindrais, c'est par exemple, dans l'élaboration de leur plan, mettons, je sais pas, une scène du braquage il s'oppose à la manière de faire de Pacino et qui lui disent en gros, genre, il te présente son plan d'action à lui avant que la scène se déroule. Genre, moi, je voudrais faire comme ça et tout. Et puis, par exemple, sur la scène d'action, l'intervention, tu vois que lui, au dernier moment, déjoue le règlement, en gros, que lui impose Pacino et opère tout seul par son propre biais. Puis ça se passe mal et puis tu comprends. Là, ça aurait été intéressant. Mais sans. D'autant plus qu'il y a une scène où justement il y a un flic qui fait une. Alors, t'as une scène où du coup ils ont repéré le groupe et du coup ils savent que avant la banque ils vont faire un autre coup. Donc bah voilà, ils ont pris tout le monde en filature, ils essayent de les griller. Et du coup t'as toute une opération qui est montée, ils sont tous derrière avec des caméras en train de les filmer, en train d'attendre qu'ils fassent leur coup pour pouvoir les choper. Et sauf que bah voilà, il y en a il y a un flic. Alors pour le coup, ça fait même pas partie de l'équipe, hein, c'est un flic vraiment qui est là pour l'intervention, qui fait du bruit, du coup qui les grille. Et là, t'en as un autre qui du coup va dire genre ah non si on les arrête. Enfin tu vois pour le coup tu vois ce qui est con c'est qu'en plus c'est cette opposition ou qu'on appelle comment dire cet échange fructueux qu'il pourrait y avoir au sein de l'équipe, il existe tu vois. Sauf qu'ils ont pris justement ils ont pris un autre flic pour ça. Enfin tu vois c'est. Ouais. Non mais là c'est ça. Là où je suis d'accord avec toi c'est sur le coup par exemple Ted Levin parce qu'on dit Ted Levin parce que c'est l'acteur qu'on le voit plus. Ça c'est vrai. Mais moi, à la limite, à défaut de genre de le montrer avec sa femme et tout, parce qu'à la limite, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'intérêt à l'histoire, ça aurait été de le faire un mec un peu, tu vois, aussi grande gueule que Pacino. Mais que tu saches un peu qui c'est, en fait, tu vois. Parce qu'au final, moi, j'aurais vu une scène, à la limite, c'est tous des mecs qui le suivent sans rien dire, tu vois. Par exemple, une scène dans la scène de la fusillade, là, qui se passe mal après le braquage, là, je l'aurais vu agir de son propre chef, en fait, déjouer les règles d'un Pacino et puis de mourir de biais. Et en fait, voilà. Et là, ça aurait été intéressant parce que lui, il aurait existé sur la scène. Et là, l'enjeu aurait été principal, sans avoir besoin de le développer comme un rat mort. Parce que je trouve qu'il n'a pas la notoriété ou la même portée thématique que peuvent. Enfin, peut-être, alors tu me diras, on n'en sait rien, puisqu'on s'attarde pas dessus. Mais je trouve que, en l'état, le côté masse comme ça me suffit. Et par exemple, dans la scène, parce que, enfin, thématiquement me suffit. Parce qu'il y a une scène où on faisait le parallèle entre la bande des malfrats et la bande des flics, là. Il y a une scène qui est parfaite pour ça. Et qui se suffit, je trouve, à elle-même. Déjà, c'est un truc con, mais par exemple, tu vois, avant le braquage, là, enfin, le braquage dans la banque, le mec fait tout un espèce de repérage, tu sais, des plans de Niro et sa bande. Ils vont couper, alors je sais plus ce qu'ils vont faire, ils coupent l'électricité, ils coupent un truc, ils changent le système de sécurité là, dans une espèce de petit bunker sécurisé là, avec De Niro et Val Kilmer. Ouais. Et à ce moment-là, t'as la bande de flics qui sont déjà à leur pourchasse entre guillemets, enfin, en tout cas qui
qui les regardent opérer parce qu'ils savent qui c'est, ils sont cachés dans un immeuble voisin, c'est caché avec des jumelles, ils regardent De Niro et Val Kilmer, ils voient comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qu'ils projettent de faire. Et donc t'as De Niro qui laisse Val Kilmer chargé de faire ça à l'intérieur du bunker, et lui il sort dehors pour faire un peu de C'est la scène dont je parlais, là. Ouais. Ça, c'est le deuxième. En fait, c'est qu'il y a 3 casses. Et ça, c'est le casse intermédiaire où ils sont C'est le censés casse intermédiaire. voler un truc. Oui, c'est ça. Et que du coup, ça foire parce que du coup, ils se font. Un des flics se fait repérer et du coup, ils se cassent et du coup, ils ont pas leur. Et bah c'est ça. Et bah juste avant que De Niro, qui monte la garde dehors pendant que Val Kilmer fait son truc, sache qu'il y a des flics, parce que vraiment, ce que j'aime bien, c'est que, donc tu vois là, en gros, la bande, même s'ils sont que deux à De Niro opérer, ça cut, tu vois celle de Pacino, donc tous les flics cachés en train d'observer des jumelles, puis là, d'un coup, donc, De Niro est dehors, il se doute pas encore qu'il y a quelqu'un, et là, t'as un des flics derrière qui fait un bruit. Genre, en gros, l'équipe un peu de Bennett, tu vois, quand l'autre en face est hyper organisé, hyper professionnel. Et en fait, bim, à ce moment-là, De Niro entend le bruit, et t'as une espèce de cut où t'as Pacino. En fait, il y a déjà la première confrontation en fait directe entre Pacino et De Niro, mais qui est hors champ en fait. Ils sont pas directement face à l'autre, mais ils se regardent quand même parce qu'ils se savent, ils se sentent tous les deux. Donc en fait, t'as un plan contre-champ face caméra. Fixe où ils se regardent. C'est comme un champ contre champ d'une discussion, sauf qu'ils sont pas directement en face, mais ils savent qu'ils sont là. Et en fait, ce truc-là intervient par une connerie des flics. Quand en même temps les autres en face, les malfrats sont hyper professionnels, en fait t'as une espèce de déséquilibre. Tu sais, genre ils font parler entre les deux clans, et je trouve ça rigolo à ce moment-là. Et en plus c'est hyper intéressant parce que c'est une confrontation indirectement, mais tu vois ils se sentent quoi. Tu vois, c'est comme des loups. Ah oui, carrément. Alors par contre, faut aussi séparer parce que du coup on va dire t'as la team Pacino avec Pacino et puis c'est 4-5 mecs et les flics là en l'occurrence qui font foirer la mission, qui sont juste qui sont pas de son équipe à lui directement, mais enfin je dis ouais, c'est des mecs qui a intégré à son équipe pour le soir. Mais je trouve que c'est une partie du coup à la masse, on va dire policière, mais je trouve ça intéressant parce qu'ils font un distinguo entre le côté un peu bêta à ce moment-là, qui est pourtant toujours pris au sérieux, hein, c'est pas du tout le second degré du film, mais là il y a un côté tu vois, ils font une boulette et ça fait foirer le plan quoi. Et en plus ils insistent derrière pour les coffrer alors qu'ils ont rien contre eux, enfin tu vois que ça va foutre la merde derrière. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté tu vois, professionnel de l'un et un peu en dents de scie de l'autre côté, parce que c'est pas aussi organisé quoi. Et tu sens, et ça te donne un aspect hyper pro. Parce qu'il y a plus de monde aussi, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait là, eux ils sont 4, donc forcément c'est plus facile. Et encore, j'allais dire c'est plus facile, t'as quand même Wayne Gros au début qui fout un peu la merde. Mais ceci dit, c'est ça aussi, hein, c'est le côté, t'as une équipe, et dès que t'as des gens qui sont extérieurs, qui sont pas dans la dynamique du groupe, bah, ça fait foirer tout le rouage quoi. C'est ça, ouais. Et du coup, que ça soit du côté du gang que du côté des flics. Mais ouais, pour revenir à ce truc-là, c'est encore une fois, hein, c'est la direction d'acteur au niveau des jeux de regard, mais c'est fou. Enfin, donc du coup, ce que je te disais, l'histoire quand ils sont dans le diner là où les regards sont enfin tu vois alors là du coup c'est même de la chorégraphie de regard et de la chorégraphie de mouvement. T'as du coup ce jeu de regard entre Pacino et De Niro avec j'allais dire par caméra interposée en fait. T'as aussi leur jeu d'acteur à ce moment-là, c'est incroyable. Ah mais c'est une tuerie. T'as le face à face aussi. Hein. Du coup, ils parlent, mais t'as aussi des petits temps de pause où ils sont là tous les deux en train de se regarder. Enfin, et tu sens en fait là pour le coup c'est pareil. Tu coupes le son et tu sens dans le regard le respect qu'ils ont l'un pour l'autre, le côté sérieux aussi de la situation. Bien sûr. Puis surtout qu'ils sont, comment dire, ils sont paradoxalement les mêmes en même temps, parce que c'est ils sont tous les deux, ils excellent dans leur boulot et en même temps ils foutent un peu en l'air leur vie privée parce que ils décident d'en rester à leur boulot, même s'ils se laissent, De Niro se laisse tenter par l'attirance et compagnie, mais je veux dire, à la fin il prend quand même la décision de voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils sont un peu tous les deux pareils. Et ce que je veux dire, des loups quoi dans leur boulot. Sauf que à ce moment-là, où ils se respectent, ils se regardent, il y a un truc comme ça. Et en même temps, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont pas les mêmes. Ils ont le même à peu près la même leitmotiv, mais ils sont pas les mêmes personnalités. Par exemple, De Niro est quelqu'un de plutôt taiseux. Je veux dire, quand il n'est pas dans son équipe, c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui est un peu paumé, quoi. Enfin, à l'image qui est aussi vide que son appartement. Enfin, c'est rien. C'est un mec qui garde tout, qui renfloue toutes les émotions, qui garde tout pour lui. Pacino est quelqu'un de très je parle quand il n'est pas dans le cadre de son travail. Et alors, il va se libérer un peu plus avec la nana. Mais Pacino, lui, est quelqu'un qui est pas plus ou moins pareil avec sa femme, mais qui est très excentrique, qui a un personnage qui est très over the top, qui est très charismatique. Et d'ailleurs, ça mérite d'être le rappelé, c'est que c'est un personnage qui avait été écrit quand même, et il y a eu quelques scènes tournées avec où il devait être un flic sous cocaïne. Alors moi, je trouve que ça se comprend à la voyeur du film. Tu te dis qu'il carbure à quelque chose, c'est pas possible, et tu peux le comprendre dans son côté borderline du mec qui a une vie un peu compliquée et compagnie.
je trouve que ça suffit, mais quand même, je pense que parce qu'il y a des fois où il peut paraître en surjeu. Quelques scènes où il est vraiment dans une exubérance, tu sais, genre il se fout de la gueule de mecs, d'espèces de taupes, enfin Ouais. il va se foutre de la gueule de petits malfrats dont il va se servir en fait pour L'indique. Ouais. l'indique, tu vois, mais là il le joue, il se fout de sa gueule ouvertement, il va le trouver dans un dépotoir, il lui dit toi, en fait, il veut s'en servir, l'indique, bah ouais, c'est un indique, il veut s'en servir pour lui faire rencontrer des gens et de compagnie, puisqu'il qui sont dans son entourage, et puis il se fout de sa gueule, il l'impressionne par une espèce d'exubérance dans sa façon de lui parler de ces gens. Et du coup, l'autre est hyper impressionné, et toi, tu te dis, putain, attends, ça c'est Pacino qui cabotine, qui en fait 15 fois trop, comme ça lui arrive, c'est genre l'avocat du diable et tout. Sauf qu'en fait, Ah, ça, en c'est même quand même temps, vachement plus maîtrisé. Hein. C'est vachement plus ouais, maîtrisé. ça leur rend attachant. Je trouve que c'est le Exactement. bonhomme, ça participe au truc, t'as le loup, quoi, le charismatique, le mec il est là, il fait des petites vannes, sans, en plus le mec ça donne un côté aisance dans son truc, le mec il dédramatise des situations parce qu'il les connaît tellement, tu vois, et ça fait 30 piges qu'il fait ça, et je trouve que ça, voilà, puis tu peux soupçonner qu'il prend de la drogue, ouais, qu'il prend de la coke, c'est pas quelque chose, il côtoie des malfrats dans l'univers de la drogue tout le temps, il est un peu borderline, c'est pas choquant d'imaginer que ça puisse être ça, quoi. Mais en même temps, je trouve ça plus intéressant finalement quand même qu'il ne l'ait pas mis parce que je trouve que ça donne plus de profondeur au Ouais, personnage, mais surtout je suis vis-à-vis d'accord. du fait qu'il pète un peu un câble, tu vois, à la fin. Et du coup, tu as presque le côté, en fait, il en fait over the top pour compenser en fait le fait que et en même temps, il côtoie des trucs horribles Ouais, aussi au jour le jour, quoi. sa propre thérapie, quoi, indirectement. Ouais, Mais oui, c'est ça, quoi. je suis d'accord que moi je suis d'accord que ce soit pas montré, que ce soit aussi bien, parce qu'en fait, tu le soupçonnes, tu peux t'imaginer ça Peu sans que ce t'importe soit en fait. Ouais. choquant, tu vois, il y a un truc, c'est exactement dans le parcours de son perso, quoi. Et donc voilà. Et puis en plus, ça met le parallèle, du coup, ce que je disais tout à l'heure, avec le personnage de De Niro, qui est quand même plutôt un mec taiseux, enfin, tu vois, même avec sa bande, en fait, parce que je dis toujours avec sa bande, il donne des ordres, certes, il est quand même, c'est le mec, c'est le chef du groupe et tout, mais il est quand même, c'est un mec qui parle pas beaucoup, quoi. Tu sens que, et même quand un moment, il y a Val Kilmer, donc son pote, lui, t'as l'impression que c'est un pote d'enfance, limite, c'est un mec ou toi, un mec qui connaît Oui, depuis ou toujours, quoi. c'est son petit frère en fait. Enfin, il y a vraiment une relation qui Ouais, est toi, très c'est un particulière peu une entre relation eux. paternelle, enfin, sur tous les deux, quoi. Et donc, le mec, il vient chez lui parce que c'est pareil, Val Kilmer a des problèmes avec sa copine. Alors lui, c'est pour des histoires de thunes, souvent des trucs et tout, même plus que ça, parce qu'en fait, ils ont. Alors elle a un amant, mais lui aussi, en fait, on comprend, parce que il lui dit, il a des maîtresses, enfin, c'est un mec, voilà, qui profite de la vie. Mais il l'aime quand même, il est très amoureux de sa copine et compagnie. Et en fait, ça s'est mal passé, il s'embrouille avec elle, puis du coup, il passe la nuit chez son frère, donc son pote, De Niro. Puis De Niro, en rentrant chez lui, il découvre le mec couché, et puis rien qu'à la façon dont il lui parle, toi, il lui donne des conseils de grand frère presque, mais ça reste des, comment dire, tu vois, ils sont pas dans des délires enfin, tu me diras, la situation s'y prête pas, mais c'est toujours très, c'est très terre à terre, quoi. De Niro, tout le film, c'est ça. Et même la scène dans le bar, dans le café, la façon dont, enfin, tu sais, genre, Pacino lui dit, en gros, mais pourquoi tu raccroches pas et tout, le mec lui fait des phrases courtes, c'est genre, bah, moi je sais rien faire d'autre, alors que l'autre le répète, et puis De Niro, Pacino lui sourit quand même, parce que, tu vois, il lui montre que, bon, quelque part, ce petit jeu, ça va s'arrêter, mais quelque part, ils prennent du plaisir à y jouer, tu vois. Et puis De Niro, il est moins expressif à ce moment, il est plus, tu sais, il le regarde, il se lâche un petit peu plus, mais tu vois, c'est très mesuré, quoi. Même dans leur quand ils se disent l'un à l'autre leurs rêves, enfin leurs cauchemars et leur angoisse, tu vois, Pacino, il part tout de suite dans un truc un peu, j'allais dire, métaphorique, presque, Mystique, quoi. presque un peu, je sais pas comment dire, je trouve pas le mot. C'est pas réaliste, tu vois, c'est surréaliste en base de ouais, en fait, moi je rêve que il y a toutes les victimes que j'ai croisées dans mes enquêtes qui sont autour de moi, autour d'une table, et ils me regardent et ils me disent rien et tout. Enfin, tu sais, t'as un truc un peu voilà. Ouais, Et puis Robert De Niro, c'est juste, bah, moi en fait, je rêve que je me noie mais tu sais, c'est plus genre terre à terre tout de suite, tu vois. C'est juste ouais, je me noie et puis du coup voilà. Alors après, ils partent quand même dans un truc un peu métaphysique de ouais, bah, c'est le temps qui passe, etc. Mais juste la forme factuelle de leur rêve, il y en a un qui est plus posé, qui est plus effectivement, enfin tu vois, c'est qui est plus élémentaire, qui est plus voilà, c'est un truc bah, qui est qui est du, terre je à sais pas terre. comment dire, qui est terre à terre, et l'autre qui est un peu plus voilà dans le truc onirique, etc. Et puis en même Euh, temps, dans la forme de leur rêve, dans la dimension de leur rêve, effectivement, le côté ouais, presque mystique de l'un et le côté plus réaliste de l'autre décrit beaucoup les personnages, mais en même temps aussi ce que ça raconte leur rêve, ça prend. Parce que le personnage de De Niro, lui, bah, il lui dit d'ailleurs, il lui dit, moi je rêve que je vais me noyer. En fait, il a une conscience, sa propre conscience lui dit qu'en fait il a pas beaucoup de temps devant lui et qu'en fait il veut
accomplir son rêve, il faut le faire vite, quoi. Et en même temps, ce que raconte Pacino avec son rêve, où il voit en gros les cadavres de ses propres crimes qu'il regarde, bah, en fait, il le regarde comme des témoins de ce qui se passe, et en fait, lui est même témoin de sa vie, parce qu'il ne fait rien pour la changer, finalement. Il fait capoter ses mariages, il reste flic, parce que, comme il lui dit, à De Niro, il dit, je sais rien faire d'autre. Donc en fait, les mecs, ces cadavres le regardent, et continueront à le regarder tout le temps, parce que c'est comme ça que ça se passera jusqu'à la fin de sa vie. C'est même encore plus intéressant que ça, c'est pas je sais rien faire d'autre, mais c'est qu'en plus, j'ai pas envie de faire autre chose. Ouais, j'ai pas envie de faire. Bah oui, c'est ça qui est hyper intéressant. Ils ont fait tous les deux conscience de leur propre travers, mais ils font rien pour s'en débarrasser. Et en fait, c'est ça qui est beau aussi dans le truc, c'est qu'en fait, ils vont passer quelque part tout le film à lutter un peu quand même contre ça, mais finalement, ils vont quand même finir par embrasser le truc complètement en mode non, donc moi, bon bah tant pis, ma troisième femme, bon bah ça sera mon troisième divorce, et puis l'autre c'est bon bah tant pis, la meuf, je l'ai larguée en 30 secondes, et puis je me retrouve avec 4 balles dans le bide. Donc en fait, ils vont essayer de lutter tout au long du film, et jusqu'à la fin où bah c'est non, en fait, on s'abandonne complètement, quoi. Mais ça, en quelque sorte, ça rappelle aussi des trucs un peu dans le Collatéral. Hein. Collatéral, dans la, ils sont tous ils ont des. En tout cas, Jamie Foxx, un rêve en devenir. En tout cas, enfin, il qu'il fait rien pour y arriver. Il fait traîner le temps. Il se conforme dans son métier de taxi, en fait, sans véritablement mettre des sous de côté. En tout cas, s'il en met pour faire son rêve, ce qui lui va avoir conduire des trucs de limousine et compagnie, ce qui est accessible, en fait, il fait rien pour. Enfin, il attend, en pensant que ça lui tombera du jour au lendemain. Voilà. Et en fait, de Pacino, enfin, comment dire, Tom Cruise dans le Collatéral est quelqu'un de lui très professionnel. Qui vit pour son métier, mais qui lui est incapable de penser à autre chose. En fait, c'est son métier, il le fait bien terminé, quoi. La nuit est en cours, je vais faire mes crimes, je rentre le lendemain, puis on partira sur un autre truc. Il y a un côté, c'est toujours des professionnels dans leur truc, mais qui en même temps projettent quelque chose. Et alors après, ils y arrivent ou pas d'une manière différente selon les films, mais c'est toujours des mecs qui sont rongés par quelque chose, une espèce de motivation intérieure là. Et c'est ça qui est intéressant, et ce qui fait du coup exister. Genre, en concordance, hein, quand Jamie Foxx, lui, dans le Collatéral, il a une espèce de photo d'une île. C'est son rêve, en fait, ça lui permet de s'évader, qui colle dans sa bagnole, et en fait, dès qu'il est un peu stressé au boulot, bim, il fait une pause, il regarde sa photo, puis c'est ce qu'il raconte. Ça lui permet de souffler un peu, de s'évader. Et en fait, le plan où comment dire, De Niro dans Hit rentre chez lui après avoir une espèce de journée de violence, ils ont fait le braquage, ils s'en est pris à héros, il regarde la plage. En fait, c'est un espèce de moment un peu de time, de pause dans le film, quoi. Et un peu aussi onirique. C'est genre le mec se projette déjà ailleurs. Alors est-ce qu'à ce moment-là il regarde la plage parce qu'il s'imagine dans son île future qui rêve, qui rêve après avoir fait tous ces braquages, ou alors simplement c'est un moment de pause et il a besoin de souffler, tu vois. Il y a un côté, puis la musique est presque. Je pense que c'est complètement ça, hein. Surtout que du coup, comme tu l'avais dit au début, hein, c'est en plus, tu vois, il laisse les clés, ses clés, son flingue à côté, et il va seul face à la mer. Comme si le boulot c'est terminé pour aujourd'hui, maintenant je suis dans mon monde, quoi. Ouais, c'est ça. Et son monde, encore une fois, dans un appartement vide. Et d'ailleurs, Val Kilmer, il lui dit, mais le jour. Alors, il lui dit, quand est-ce que tu trouveras une meuf? Et De Niro, il lui dit, quand j'aurai le temps. Et quand est-ce que tu achèteras des meubles? Quand j'aurai le temps. Il a jamais le temps. À l'image de son rêve, c'est un mec qui va s'étouffer. C'est un mec qui n'a pas le temps. Il doit agir. Et sauf que ce qu'il ne comprend pas, ou alors il comprend, mais il ne veut pas le voir, c'est qu'en fait, il agit en gain de cause, parce qu'en fait, ça ne s'arrêtera jamais. À la fin du film, quand il a l'occasion de partir pour de bon, il a quand même le besoin de se venger. Il faut qu'il retourne. Ouais. Alors, c'est risqué pareil, ce passage justement de cette, encore une fois, un regard. Hein, c'est jeu de regard où alors d'abord t'as l'espèce de tunnel de lumière. Il passe sous un espèce de pont dans un petit tunnel, hein, où t'as une espèce de lumière blanchâtre bleutée qui immaculée un peu, où tu sais t'as le côté. En plus là, c'est le moment où on filme De Niro, on filme la nana. Juste avant, l'autre lui a dit, il fait bon bah écoute, je pense que t'en as peut-être rien à foutre, mais l'autre connard là, il est à tel endroit et tout. Mais bon, là t'es parti. Ouais non, je suis parti, c'est bon, je laisse tomber. Et puis là du coup t'as ce petit moment où quand ils sont dans le tunnel, où presque même lui il y croit, tu vois. Même lui il y croit, il est en mode c'est bon, ça y est, je suis libéré, j'y vais. Et tu le vois au fur et à mesure, tu vois sa gueule qui est putain. Mais non, en fait, je peux pas, quoi. Je peux pas. Et tu t'aides juste dans le regard, tu vois tout ça, quoi. Tu vois le moment où il fait alors non, mais en fait, je vais le buter, quoi. Puis hop, il quitte le tunnel, plus de lumière, là, il est tout seul en mode hop, il tourne le volant, il change de direction. Non, en fait, on va faire un détour, j'ai un truc à faire avant. Et puis bah là, c'est terminé, quoi. C'est le moment où puis surtout c'est le point de non-retour, quoi. Parce qu'il a besoin de faire ça.
par éthique simplement, et sauf que il se doute très bien que ça puisse mal terminer. Bah, il le sait, hein, t'as le côté, hein, genre, bah, en fait, c'est beau, je rêve, mais à un moment donné, bah, faut reprendre les clés et le flingue, en fait, faut y aller, quoi. Et puis voilà, donc ça permet d'arriver sur le final du film où en fait ils vont se confronter. Puis là, la scénographie de cette scène où j'adore, où ils arrivent dans l'espèce d'aéroport, dans les docks d'aéroport à côté, où en fait ils se cachent chacun. En fait, et là, le jeu du chat à la souris de tout le film prend tout son sens, quoi. C'est-à-dire, c'est un cache-cache, quoi. Et puis plus le truc de la lumière en plus, hein, le truc de la lumière blanche immaculée là, La lumière, puis le bruit de l'avion qui crée, parce qu'il n'y a pas de musique à ce moment-là. Il n'y a aucune musique. La musique n'est créée que par les arrivées puis les décollages d'avions qui sont autour. Alors du coup, t'as les bruits, alors l'espèce d'appel d'air des réacteurs des avions qui disparaissent, qui amènent de la lumière, puis en fait puis ça permet, il y a une espèce de scénographie où les personnages se cachent en même temps, leur ombre apparaît dans le champ de l'un et de l'autre. C'est une espèce de cube, enfin une espèce de carré de béton qui Ouais. Puis du coup, on est dans les bas-fonds de Los Angeles. Là, c'est vraiment, on est hors cadre, ça fait presque western. On est vraiment dans un truc, t'as plus rien autour. Puis là, t'as vraiment l'impression d'être dans un espèce de western, un truc. On n'est plus à Los Angeles. L'autre sait que l'autre l'attend et que, enfin, c'est. Avec toute la dimension thématique du film, avec tout ce qui se sont dit avant. Là, ça prend tout son sens. C'est-à-dire que là, ils y sont, quoi. Il y en a un des deux qui va se prendre une balle. Bon, on peut se douter que ce soit De Niro, mais ce que je veux dire, c'est que. Ah, mais jusqu'au bout, on te fait. Parce que Robert De Niro a l'ascendant quasiment pendant toute la scène, en fait, parce que lui, c'est lui qui est devant, c'est l'autre qui arrive derrière, qui sait pas où il est, etc. Lui, il sait où. Parce que c'est ça, en fait, c'est De Niro sait où est Al Pacino, mais pas l'inverse, en fait. Donc, en fait, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il a l'ascendant, et puis à la fin, t'as le petit. Comme pour le tunnel, c'est la lumière, et c'est la fin, quoi. Et d'ailleurs, il y a des espèces de gimmicks un peu, parce que dans la façon de filmer, les mecs avec des armes, Michael Mann les forme des espèces de trucs militaires, puis en fait, t'as des plans, genre je pense à Collateral aussi, dans un des plans de ce final-là, où il attend, comme il sait où est Pacino, en tout cas, où il sait d'où il va venir, il l'attend, arme chargée, enfin, tu sais, filmé de profil comme ça, l'arme pointée en avant, comme ça, en l'attendant, quoi. Ça me fait penser le même plan dans Collatéral où Tom Cruise sort du train et en fait il attend, enfin il poursuit Jamie Foxx et sa copine dans le train, dans un métro, et en fait ils savent, enfin il les voit, il est dans le métro, mais ils voient qu'ils sont au dernier wagon, c'est-à-dire que s'ils sortent, ils ne peuvent sortir que par une porte. Alors lui du coup, plutôt qu'aller les rejoindre et perdre du temps à aller les rejoindre jusqu'au bout du wagon, il sort de son wagon quand le truc s'arrête, et puis il attend avec l'arme pointée en direction des derniers wagons qui sortent. Et ça, c'est le même plan, et c'est exactement la même façon de filmer. Et t'as plein de trucs comme ça, et puis alors, le lien aussi, c'est que le Tom Cruise quand même, Collatéral, c'est exactement enfin, pas le personnage, l'accoutrement, enfin, tu vois, il y a des petits codes quand même, des espèces de. La coupe de cheveux, mais même le côté taiseux, en fait, quelque part. Ouais, et puis surtout, hyper pro, quoi. Oui. Et puis surtout, mais pareil, on parlait de Dark Knight et compagnie, bon, évidemment, mais t'as aussi GTA V. GTA V, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est clairement dit par Rockstar. À tel point que c'est même explicité, t'as des scènes, c'est exactement ça. La scène. Je connais pas le nom des personnes de GTA V, mais Wayne Bro, il me semble, c'est un des personnages, là, le taré, là, dans GTA V. Alors, ouais, sauf que dans le jeu, c'est, comment il s'appelle? Ah putain, j'ai perdu, autant pour moi. Ouais, c'est Trevor, je crois. Ouais, c'est un espèce de gros. Ouais, alors c'est pas exactement le même genre de bonhomme, mais c'est dans l'imagerie, c'est ça, c'est un psychopathe. Le psychopathe, le mec a les cheveux longs, dégueux, un gros taré, quoi. Et alors, pour le coup, ouais, puis c'est marrant parce que GTA V, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un jeu choral, en fait, où t'as 3 persos, mais qui gravitent autour de t'as 3 parcours différents, en fait, chacun va faire leur propre mission, sous-mission de leur côté, puis ils vont avoir des missions en commun, créer des braquages en commun, dans un univers un peu comme ça, une espèce de Los Angeles, c'est exactement ça, avec, tu sais, Vinny Wood, parce qu'on reprend la ville de GTA San Andreas, donc c'est Los Angeles. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes genres de persos, donc le personnage de j'ai perdu son nom, putain. Enfin, peu importe, t'as un des personnages principaux, le père de famille, là, qui a un père de famille, ouais, alors qu'il a une espèce de vida, costard, même genre de bonhomme, même genre de gueule, alors tu peux la changer. Et puis surtout, comment dire, non, puis même, ouais, dans la façon dont les missions, peut-être tu vas faire des repérages pour monter tes propres braquages. Et en fait, c'est exactement ça. Genre, on parlait du bunker où ils vont couper truc de système de sécurité. Bah, t'as exactement les mêmes scénarios dans le film, quoi, dans le jeu, je veux dire. Et puis la première scène du jeu, comme c'est quand même scénarisé, le jeu s'ouvre. T'es pas directement libre dans la ville. Le jeu s'ouvre sur un braquage. En fait, tu braques. Alors, je sais plus c'est quoi. C'est pas une banque. C'est un braquage. En fait, le jeu commence direct dans un braquage. T'as même pas de cinématique. Je l'ai fait au début, ouais. Ouais, c'est ça. Les mecs s'évadent. Ouais, c'est ça. Et Trevor est là à ce moment-là, et lui s'évade. Et c'est le mec que tu vois courir dans la neige, les flics le chopent pas.
puis après le jeu commence, t'as les cinématiques, t'es dans la ville, et le Trevor en question qui s'est évadé, tu le revois qu'au bout de plusieurs heures dans le jeu, tu l'as pas tout de suite, il revient en fait, se greffer au scénario, mais comme reviendrait un des mecs de la bande de Hit, enfin c'est exactement scénarisé. Wayne Bro, c'est pareil. Wayne Gros. Wayne Gros, c'est pareil. Hein, le mec, il est au début, puis après, le mec, on l'oublie, puis hop, coucou, en fait, je suis là. C'est ça, il revient, et puis du coup avec des rôles très importants. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu tapes Hit et que tu joues à GTA 5, derrière, tu te le fais en entier, mais c'est hallucinant. Ah ouais, mais c'est même plus des références, c'est vraiment, c'est la source d'inspiration du jeu, quoi. Et au même titre que Vice City était lié à Scarface, que San Andreas était lié au Boys in the Hood et tous les films des cartes. Après, voilà, mais c'est comme pour pour les Red Dead Redemption. Enfin, je veux dire, Non, Rockstar, c'est des références. au cinéma, mais puis The Town aussi, effectivement, avec le parcours effectivement de Val Kilmer, avec justement encore une fois un regard, je vais insister dessus, mais le regard final entre Val Kilmer et sa femme, super en scène. fait, alors, en gros, Ouais. les flics ont chopé du coup la femme de Val Kilmer, et en gros essayent de tendre un piège à Val Kilmer en disant bon bah écoute, tu lui dis que t'es à tel hôtel et puis il va venir et puis on va le gauler, quoi. Et du coup, en fait, ah bah c'est bon, il y a une voiture qui arrive, c'est lui qui doit être là, va l'attendre dehors et dis-lui de venir, quoi. Et donc du coup, Val Kilmer se gare alors qu'elle elle est en espèce de balcon, quoi, en hauteur. Ouais. Elle le voit arriver, donc elle voit Val Kilmer se retourne, donc il s'est coupé les cheveux pour changer de gueule un peu, pour pas éviter de se faire gauler. Il se retourne, il se met à sourire et tout, et elle tire la gueule, elle baisse les yeux. Pareil, et pareil, dans le regard, au début, il est là, il sourit, elle est ah merde, enfin j'ai envie de sourire, mais en même temps non, il y a les flics qui sont derrière. Et du coup, elle baisse les yeux. Là, il commence à comprendre qu'il y a un problème. Elle lui fait un signe. Et du coup, il change complètement il accoste un mec. Ah, excuse-moi, j'ai besoin de te demander un truc et tout. Enfin, et cette scène-là, mais trop ouf. Puis bah, du coup, il se barre Ouais, et puis elle rentre à l'intérieur. Et puis non, mais c'est pas lui, c'est pas lui. Enfin, non, mais et effectivement, t'as un peu la même chose avec Ben Affleck à la fin c'est la même chose en fait, c'est sa copine les flics utilisent la copine de Ben Affleck pour l'arrêter après le casse. Et alors je sais plus comment, je sais plus si c'est visuel ou si c'est au téléphone, je crois, où elle lui dit un truc au téléphone en disant ouais, en fait elle lui dit un espèce de code pour lui faire comprendre genre en fait viens pas, les flics sont là, quoi. Et t'as un peu cette même dynamique mais vocale du coup dans The Town. Ouais. Mais ouais, non, puis bon, de toute façon, après, The Town, moi je trouve que ça. Comment dire, ce n'est pas il y a une inspiration de Hit, je trouve, dans la façon dont comment des événements, par exemple comme des braquages, peuvent créer la discorde dans la vie de chacun des membres. En fait, il y a un côté, genre là, ce qui est intéressant dans The Town, c'était la rencontre avec la nana qui l'a braqué. Donc, ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas un arc narratif qu'il y a dans Hit, mais je veux dire, c'est quand même une espèce de conséquence dramatique sur une vie privée, en fait. Qu'est-ce que les agissements criminels peuvent provoquer dans le contexte de ta vie privée, comme problématique, comme voilà, voilà. Et c'est ça que j'aime bien. Puis avec cette imagerie de braquage, tu sais, bon là c'est masqué, il y a un côté presque point break aussi. Mais bon, c'est quand même des écoles. Sans Hit, t'aurais pas eu autant de films comme ça, quoi. C'est aussi ça, c'est un maître étalon. Et Hit, c'est un des derniers grands polars, quoi. Enfin, je veux dire, parce que là vraiment, c'est le polar. T'as l'impression de voir. Non, mais je veux dire, c'est des films, c'est presque des films un peu presque à la Melville aussi. Enfin, genre, ça fait très. Genre, c'est des codes aussi de films. Genre, dans Hit, t'as du western, t'as du film noir des années 60, t'as des gros actionneurs avec une mise en scène en plus de ouf, quoi. Genre, à l'époque, c'était pas une façon de filmer, je veux dire, c'était, putain, la scène voilà, c'était Greengrass en mine, quoi. T'avais plein de trucs, enfin, je veux dire, c'était assez impressionnant, quoi. Et t'as tout mélangé, puis t'as plein de thématiques traitées, alors, ou effleurées, mais en même temps, mais t'as plein de trucs, en fait, et c'est, voilà. Comme plutôt approfondissant. Mais, c'est par contre, il y a quand même ce truc qui est pas, l'expérimentation est arrivée vraiment, on va dire, pure et dure, hein, quitte à se séparer de beaucoup de gens, hein, de fans, voilà, à partir de Collateral et surtout Miami Vice, quoi. Alors, Miami Vice, c'est quand même le film, bon, alors, alors c'est peut-être son 3e film après Hit. Pour le coup, là, c'est un film vraiment de la mise en scène, mais vraiment, on est dans la pure caméra à l'épaule, avec du numérique, du début jusqu'à la fin, tu sais, ou avec des personnages très glaciales. C'est très, soit t'accroches ou t'accroches pas. Moi j'aime bien Miami Vice, mais c'est très paradoxal. C'est vraiment, la caméra c'est très à l'épaule, c'est très proche des persos. L'image les couleurs sont glaciales, les musiques sont froides, les dialogues aussi sont ciselés, mais sont du coup, comme c'est des pros tout du long, ça reste dans un domaine professionnel. En fait, c'est des personnages
qui n'ont presque, enfin c'est compliqué, c'est des films presque très durs en fait, tu vois, pas facile d'accès émotivement parlant quoi. Pessimiste enfin pessimiste, ça dépend. Collatéral, je pense c'est peut-être le plus optimiste parce que en fait à la fin de Collatéral il y a une touche d'espoir en fait de là où dans Hit les deux personnages finalement tombent dans leur travers les pieds dedans et finalement n'évoluent pas vraiment en tout cas, enfin ils se rendent compte de leur travers mais ils en font rien. Que dans Collatéral il apprend quand même de l'expérience qu'il vient de vivre quoi. Il apprend par la présence de Tom Cruise. Voilà, et en vrai, ça te laisse présager quand même qu'après Collatéral, bon, bah, Jamie Foxx va se prendre en main, va finir par s'investir. Enfin, on imagine en tout cas en plus. Et même dans Révélation. Dans Miami Vice, il me semble qu'il y avait aussi un côté un peu plus proche de Hit, effectivement, où les mecs, en fait, ils sont dans leur travers et en fait, bon, même s'ils ont compris après, j'ai des souvenirs un peu lointains de Miami Vice, hein, mais bref, ce qui avait d'intéressant qu'on pourrait rapprocher un peu thématiquement, c'était pas du tout les mêmes arcs narratifs, parce que Miami Vice, comme deux flics à Miami, voilà, comme le nom l'indique, on suivait deux flics, mais qui n'avaient pour le coup rien à voir. C'était pas une adaptation fidèle par rapport à la série, hyper pop, hyper fun. Et là, pas du tout, c'est glacial, hein, genre c'est vraiment jusqu'à la photo, hein, c'est hyper. Ça se passe à Miami, mais putain, c'est froid, tu sais, ce qui n'empêche pas la mise en scène. C'est blanc et bleu, je crois. C'est ouais, c'est une espèce de. Mais hyper stylisé, quoi, tu vois. C'est vraiment trop expérimental. Parce que c'était quand même un budget de blockbuster. Enfin, c'était vendu du bande-annonce avec. C'était vendu comme le blockbuster de l'été, sauf que c'était pas du tout fait comme ça. Et le truc, c'est que t'as des scènes dedans, alors qui sont intéressantes aussi. Par rapport à Hit, on peut comparer, c'est que par exemple le personnage de Colin Farrell va se rapprocher de Gong Li dans le film, qui est une. Enfin, il va sortir avec elle, il va avoir une relation avec elle qui est vraiment amoureuse en plus, hein, c'est vraiment pas du tout. Et la femme, elle travaille pour le cartel dans lequel ils sont infiltrés. Et en fait, donc c'est quelque part s'il prend un risque de sortir avec elle, de coucher avec elle. Et en fait, lui, il va tomber dans le truc. Au début, il le fait pour une technique un peu pour sa mission, d'avoir des infos, puis il tombe vraiment amoureux d'elle. Et en fait, ça amène un enjeu. Et en fait, là où c'est intéressant thématiquement, c'est où ça se rapproche. On peut ramener aussi à des thématiques qu'il y a dans Hit, c'est-à-dire que en quoi comment dire, son amour pose problème en fait dans son propre accomplissement professionnel. En gros, lui, ça peut lui créer des gros problèmes. Ce qui se passe pour De Niro quelque part, c'est que ça lui crée pas des problèmes. En tout cas, ça va être un problème dans le sens où il va devoir s'en séparer justement parce que comment dire, ses affres du boulot le rattrapent en fait à la fin, comme tu dis, il a plus le temps. En fait, ça peut pas marcher. Et il y a un truc comme ça qu'il y a dans Miami Vice tout du long. T'as en tension, même dans des belles scènes où je me rappelle, ils sont en bateau, tous les deux, ils foncent dans les zones de Miami, tu sais, avec une espèce de soleil couchant et tout, c'est des très belles scènes en fait. Sauf que tu sens qu'ils foncent dans un mur en fait. Il y a un truc comme ça, à la fin, t'as carrément la meuf de Jamie Foxx qui est prise en otage, je crois qu'il y a une histoire comme ça, par un cartel où il y a une scène d'infiltration mortelle d'ailleurs dans un espèce de campement pour la récupérer, toute ta caméra à l'épaule, du coup avec le numérique, enfin ça fait vraiment documentaire quoi, limite. Et donc c'est intéressant, c'est comment en fait Miami Vice, comment les enjeux privés peuvent être mis en danger. Alors c'est connu, mais là c'est vraiment tout est traité là-dessus. Ça commence tout de suite par un film. Le film commence sur une scène de boîte de nuit avec la musique c'est de Miami Vice, de Linkin Park, la reprise qu'ils avaient fait. Et ça commence tout de suite dans le feu de l'action où ils sont en train de repérer des gens et compagnie. Puis là bim, t'as Colin Farrell qui reçoit un appel. Et c'est un mec, une taupe, enfin un mec qui travaille avec eux, mais qui s'est infiltré dans un gang, un autre gang. Genre viens me voir, je suis au bord de la route, je suis dans la merde, je sais pas quoi. Enfin bref, ils y vont. Et le mec, il leur explique qu'il s'est fait cramer, qu'il est poursuivi, il s'est fait cramer par les cartels dans lesquels ils se sont infiltrés. Du coup, ces mecs-là veulent le buter, lui et sa famille et tout. Puis il est en panique dans la rue. Il fait, moi je sais pas ce que je vais faire. Et là, ce que j'aime bien, c'est la réaction de Colin Farrell et Jamie Foxx, plutôt que de trouver à rassurer, ils lui disent bah je suis désolé. Et puis, puisqu'ils connaissent les affres du métier, ils reçoivent un appel, Colin Farrell, il décroche, ils font il raccroche, et il dit au mec, rentre pas chez toi, c'est trop tard. Et là, le mec, il comprend qu'à cause de lui, sa femme est morte, et là, bim, il saute dans les roues d'un camion. Il y a un côté dur, tu vois, genre, tu commences pas un blockbuster comme ça, tu vois, c'est pas un truc, on te chatouille pas, et du coup, c'est hyper réaliste, alors peut-être un peu trop, pas facile d'accès, mais c'est vraiment, on te fout les thématiques de Hit, mais poussé à son paroxysme, quoi. Dans la dureté, dans la violence psychologique et tout ça. Ouais, ce qui est un peu l'équivalent dans Hit, c'est le suicide, la tentative de suicide du coup de
de la belle De fille la gamine. du coup de Pacino, Portman. Ouais, Ouais. de la gamine. Avec un dommage collatéral aussi de. Ben c'est ça. En fait, la meuf, elle est abandonnée par son père. Elle est un peu abandonnée. Enfin voilà, il y a les conflits entre son beau-père et sa mère, et du coup, Elle est elle est complètement complètement délaissée. Hein. délaissée. Et Ouais. mais bon, c'est quand même lui, c'est quand même l'attache. Elle tient quand même à lui, etc. Mais dans ce truc de, en fait, cette fille existe. Elle, dans l'histoire, etc. Tu sais qu'elle est là. Ses problématiques sont posées, etc. Mais c'est vrai qu'au moment où ça arrive, tu t'y attends pas, quoi. Et c'est encore une fois, c'est la réalité de sa vie personnelle qui vient le choper par le col au bal de head. Bah, en fait, en fait, t'as beau être dans ton boulot, mon gars, mais autour de toi, ça continue de vivre, en fait. Et puis bah là, malheureusement, même C'est ça. ça veut arrêter, quoi. Donc ouais, il y a vraiment un truc très froid et ouais, réaliste qui vient te percuter. Et c'est pour ça que toutes les. Encore une fois, bon, après, c'est la mise en scène, on va se redire, mais c'est vraiment tout ça appuyé en plus par justement cette espèce de froideur et d'impact donné pendant tout le film, en fait. Donc à la fois dans le scénar et puis dans les plans, le son, etc. Quoi. Et ouais, non, j'allais dire, c'est une œuvre majeure, en fait, hein, du cinéma, Bah, j'allais dire, complètement. d'action. Ne serait-ce que parce qu'elle a fait école, rien que pour ça déjà. Et puis, Et alors, par contre, puis la bon, question moi que je me posais, c'est Ouais. combien de temps durait le film, parce que là, on l'a vu dans sa version Director's Cut, du coup de 2h50, mais est-ce qu'il était aussi long, en fait, à l'époque au cinéma? Ah oui, ouais, je pense que c'est le montage d'origine. Hein. Enfin, que j'ai, moi, en Blu-ray, c'est celui-là. Hein. Parce que Parce qu'il me moi, ce que j'ai, non, c'est pas le Director's Cut, c'est une réédition. C'est simplement un remaster d'image. c'est ça que j'arrive pas à Je crois qu'il devait comprendre. être même encore plus long parce que t'avais justement, enfin, le montage d'origine, je parle. Hein. Je sais pas s'il est sorti un jour au cinéma, mais en tout cas, t'avais les scènes avec Pacino qui se droguait et compagnie. Donc, je pense que le film a dû être un peu charcuté, mais je pense que la version que j'ai, c'est ce qui est sorti au cinéma. Parce que du coup, alors, parce que comme je l'ai re-regardé sur Amazon Prime, et il me semble que c'était marqué. Attends, je vais juste revérifier. Je vais vérifier, ouais. Parce qu'en plus, t'avais un logo, t'avais pas le logo. Enfin, si dans le film c'était le logo de base, mais bah, remarque, ceci dit, c'était comme ta version. Hein, c'était une espèce de logo stylisé avec des lettres un peu, tu sais, avec la ville en surimpression. Ah merde, pas bref, je croyais que c'était une version. Je croyais que la version de 2h50 c'était une version longue un peu, quoi. Mais non, non, du coup. Enfin bref, du coup, tout ça pour dire que. euh, En tout cas, un film de cette ampleur, de cette durée-là, enfin, pour le sujet que c'est et tout, c'est quand même. Je, je pense que tu peux le faire parce que t'as Pacino et De Niro au casting. Et de toute Ouais, façon, tu sais, maintenant, ils te font ça qui dure 3 heures. Mais par contre, à l'époque, il faut quand même préciser, à l'époque, c'était pas admis de faire des films aussi longs sur des sujets pareils. C'est sûr. Aujourd'hui, on le fait, mais je veux dire, il y a eu le La Seigneur des mode Anneaux, quoi. aujourd'hui, c'est de faire des blockbusters de 2h30, si tu veux. Ça, mais bon, maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas pareil, quoi. C'était pas acquis de faire des trucs comme ça. Hein. Ne serait-ce que même Titanic, Cameron avait des problèmes pour ça. Du coup, alors pour la semaine prochaine, il faut que j'arrête de dire ça parce qu'à chaque fois, bien sûr que non, ça ne sera pas la semaine prochaine, bordel de merde. L'année prochaine. Euh, donc pour le prochain épisode, bon du coup c'est un peu décalé. On part sur quoi? Est-ce qu'on part sur... on va peut-être partir sur un autre film, et puis comme ça je lancerai dans la brume quand je l'aurai reçu. Bah écoute, alors attends, parce que du coup, celui d'avant c'était Under Siege, donc c'était toi, et celui-là c'est toi aussi. Tout à fait. Donc, bah écoute, on a dit qu'à un moment donné il fallait le faire. Tu ne l'as pas vu, eh bien ça va être le moment de découvrir ce chef-d'œuvre qui est Terminator Dark Fate. Mais ceci dit, ce qui sera intéressant parce que ça nous permettra également de parler de Terminator 1 et 2 de James Cameron, puisqu'ils sont. C'est très très. C'est surtout Donc, si j'ai bien compris, ça vaut pas le coup que je me retape le 3 et 4 avant. Non, tu peux t'en passer. Bah, de toute façon, non, en plus, ça se veut que la suite. J'ai cru comprendre qu'il le dégageait apparemment dans l'histoire du jeu. Non. Oui, ça se veut comme la suite de toute façon, donc c'est voilà. Et non, mais ça peut être intéressant en termes de. Bah, on en parlera. Donc, du coup, la prochaine fois, Terminator Dark Fate.
Carrément. Du coup, sur ce, continuez de regarder des films encore et encore, c'est important. On se retrouve donc la prochaine fois. Salut à tous, salut Arnaud. Salut Alex.